Bonsoir et bienvenue à tous. J'ai le privilège ce soir de vous accueillir. Je suis Lynne Samier, je fais partie de l'équipe Nutricia. Je suis responsable médicale pour la gamme allergie chez Nutricia. Et nous avons le bonheur ce soir de vous proposer cette webconférence avec réalité pédiatrique sur le thème du goût et de l'oralité du tout petit. Alors quand ça se passe bien, mais aussi quand ça se passe beaucoup moins bien. Et c'est ça qui va, je pense, plus vous attirer. J'ai le plaisir ce soir d'accueillir le docteur Julie Lemal qui va nous parler du goût, le docteur Marc Belaïch qui va nous parler des troubles de l'oralité. On reverra un peu plus précisément les appellations. Et j'accueille aussi Audrey Lecouffle qui est orthophoniste et qui va nous parler concrètement de la prise en charge. Ce soir, vous êtes plus de 1000 inscrits. Le thème vous a vraiment captivé, intéressé. Et donc, sans plus attendre, chère Julie, je vous propose de lancer le sujet de ce soir sur le goût. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, je suis très heureuse d'introduire cette webconférence où effectivement nous allons parler de goût et de l'impact finalement des expériences gustatives et olfactives précoces sur le comportement alimentaire et la prise d'aliments ultérieure. Donc, pour commencer, un bref rappel de physiologie. Donc, comme vous savez, le goût est l'un des 5 sens. Il est censé analyser les sensations chimiques et mécaniques des aliments consommés et des substances solubles. Et finalement, comment marche ce système gustatif ? Donc, il est constitué d'un organe périphérique qui comprend les récepteurs gustatifs et puis de voies nerveuses sensorielles qui vont véhiculer l'information au cerveau. Donc, il existe 500 récepteurs gustatifs qui sont regroupés dans une unité qu'on appelle les bourgeons du goût, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Ces bourgeons du goût, ils sont présents au niveau des papilles sur la langue. Et vous voyez sur la gauche du schéma qu'on n'a pas les mêmes papilles sur toute la langue. Et donc, il y a certaines papilles qui vont reconnaître une des 5 saveurs que l'on peut détecter en tant qu'humain, c'est-à-dire la saveur sucrée, salée, amère, acide et umami. Donc, selon l'endroit finalement où l'aliment est déposé sur la langue, on va déclencher du coup soit une saveur amère quand c'est sur la base de la langue, soit on va avoir une saveur plus sucrée quand c'est sur le bout de la langue et par exemple sur le côté une saveur plus acide. Une fois que ces bourgeons du coup donc ont détecté cette saveur, il y a une information qui est véhiculée par les neurones sensitifs jusqu'au tronc cérébral. Le système olfactif, donc, comme on le sait, donc l'odorat est un autre sens qui permet d'analyser pour le coup des molécules volatiles qui sont véhiculées dans l'air. Et l'homme peut sentir jusqu'à 4000 ou 10 000 odeurs différentes grâce à des récepteurs olfactifs. Et finalement, il y a plus de 1000 gènes qui codent pour des récepteurs olfactifs. Mais chez l'homme, il n'y en a qu'un tiers qui est fonctionnel. Et c'est Buck et Axel qui avaient eu le prix Nobel de médecine en 1991 qui avait mis ça en évidence. On sait qu'un récepteur olfactif reconnaît certaines fonctions chimiques d'une molécule, mais c'est la combinaison des récepteurs recrutés qui va être spécifique d'une odeur. Donc pareil, l'information va être véhiculée par des neurones jusqu'au bulbe, enfin jusqu'au cortex olfactif. Donc, quand on parle de goût, c'est plutôt au-delà du goût. Il y a cette notion de flaveur qui est importante, qui va comporter le goût, la saveur, le système sensoriel olfactif, on en a déjà un petit peu parlé, donc l'ortho-olfaction, donc quand on respire par le nez, et du coup le système rétronasal, finalement quand on mange, on a des molécules qui, grâce à l'air qui pénètre dans la cavité buccale, vont atteindre l'épithélium olfactif. Et enfin, on a le trijumeau au niveau du visage qui va créer des stimulations, donc qui a une sensibilité chimique qui va reconnaître la texture, la température, la cuisson et détecter aussi l'amertume et l'acidité de certains aliments. Ça va au-delà de ça. Le goût, en général, c'est un processus sensoriel périphérique, donc il y a tous les sens qui participent. Il y a la vision, selon la forme et la couleur de l'aliment, on ne va pas avoir le même goût dans la bouche. Le toucher également est important et l'audition, il y a quelques études qui ont montré que effectivement, quand on écoutait de la musique en mangeant, on n'avait pas forcément la même perception du goût. Donc, je vais passer les animations. Hop.
Et ce processus sensoriel est également central, donc c'est un processus complexe comme on le voit sur cette diapo. Donc au niveau du goût, une fois que l'information arrive au niveau du tronc cérébral, elle passe par le thalamus. Et puis il y a deux systèmes gustatifs. Le système gustatif primaire qui se trouve au niveau de l'insula, qui va finalement détecter la saveur, la texture, la température, et le système gustatif secondaire au niveau du cortex orbitofrontal qui, lui, va déterminer si on aime ou pas, donc c'est la valeur hédonique. Au niveau de l'odorat, donc du bulbe olfactif, on passe au cortex olfactif, et puis on a du coup un traitement de l'intensité de l'odeur, et pareil, l'appréciation de l'odeur va être jugée au niveau du cortex orbitofrontal. Donc, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que, comme je disais tout à l'heure, les expériences olfactives et gustatives précoces vont avoir un impact sur la prise alimentaire ultérieure? Donc, il y a quelques études qui ont montré que le liquide amniotique avait une flaveur particulière, c'est-à-dire que les femmes qui consomment par exemple de l'ail ou du cumin ont un liquide amniotique qui a un goût particulier. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Il y a quelques études qui ont été faites. Déjà, pour rappel, cette mise en place des récepteurs gustatifs, elle se fait vers 17 semaines de gestation. En tout cas, elle est mature. Et pour les récepteurs olfactifs, on a une maturité vers 24 semaines de gestation. Donc, finalement, on a des nourrissons qui, après 24 semaines de gestation, vont pouvoir avaler et inhaler du liquide amniotique, essentiellement constitué de glucose et d'acides aminés. Sur les études qui ont été faites par Epper, on a proposé finalement à des femmes, c'est des femmes enceintes qui consommaient beaucoup d'ail. Et à la naissance, on a regardé si le petit nourrisson appréciait l'odeur de l'ail. Et on s'est rendu compte par rapport à un groupe contrôle qu'effectivement, les enfants nés de femmes qui consommaient beaucoup d'ail appréciaient plus cette odeur à la naissance. Ils ont fait des études aussi plus tard en montrant que vers l'âge de 8-9 ans, les enfants dont les mères avaient consommé beaucoup d'ail pendant la grossesse, consommaient plus de plats, de gratins à base d'ail par rapport à un groupe contrôle. Il y a d'autres études qui ont été faites avec du jus de carotte par l'équipe de Julie Mélena. Et par exemple, on proposait à des femmes en fin de grossesse, les 3 dernières semaines de grossesse, de consommer du jus de carotte. Et à l'âge de 6 mois, par rapport à un groupe contrôle, on se rendrait compte que leurs enfants consommaient plus de céréales de saveur carotte par rapport donc, à des enfants dont les femmes n'avaient pas consommé beaucoup de carottes pendant la grossesse. Indépendamment de ce que la femme a mangé pendant sa grossesse, quand on étudie le goût et l'odorat à la naissance, donc on va tester les 5 saveurs dont on a parlé, on voit qu'en général que la saveur sucrée est toujours bien acceptée, avec des réactions faciales positives, notamment de protusion de la langue et des mouvements de succion. En revanche, la saveur amère va être quasiment systématiquement rejetée. De même, les odeurs désagréables vont être rejetées à la naissance par le nourrisson. Comment l'acceptation de ces saveurs évolue au cours de la première année de vie? On voit que la saveur sucrée reste globalement très acceptée. Donc, il y a 2 critères de jugement, soit sur l'aspect facial, soit sur la consommation d'un produit sucré. Et cette saveur sucrée, du coup, elle est très bien acceptée tout au long de la première année de la vie. Pour la saveur salée, on a une augmentation de l'acceptation de la saveur salée au cours de la première année de vie. La saveur amère et la saveur acide, elle est quasiment constamment rejetée, ou alors il y a une certaine indifférence de l'enfant, comme on le voit sur les 3 schémas. Donc le premier, un enfant qui est complètement indifférent à la saveur. Sur la deuxième photo, il grimace. Et sur la troisième, il bâille, qui est une sensation plutôt désagréable. Enfin, la 5e saveur, la saveur umami, elle est acceptée de façon assez indifférente par rapport à l'eau, quel que soit l'âge de l'enfant. Pour les préférences olfactives, donc, ce qu'on sait, c'est qu'un nouveau-né allaité va reconnaître le sein de sa mère parmi 1 millier de seins, paraît-il. Donc il est capable, à l'odeur du sein, de détecter le sein de sa maman. Comme on l'a déjà dit, donc les odeurs désagréables sont rejetées, mais il n'y a pas d'attrait spécifique pour les odeurs plaisantes à la naissance. Et progressivement, au cours des premiers mois de la vie, on observe plutôt une réaction individuelle à chaque odeur. C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui vont apprécier certaines odeurs et d'autres pas. Par exemple, ceux qui vont apprécier l'odeur du triméthylamine vont plus consommer de poisson, et ceux qui vont apprécier l'odeur du diméthyldisulfide vont plus apprécier des fromages soufrés.
Après la naissance, du coup, est-ce que le type d'alimentation va influencer la prise alimentaire ultérieure et le comportement alimentaire de l'enfant? Donc, au même titre que le liquide amniotique, le lait maternel va avoir une flaveur particulière en fonction de l'alimentation de la maman. Donc là, en fait, quand on voit l'appréciation des saveurs des enfants allaités à 6 et 12 mois par rapport à l'eau, on voit pour les saveurs qu'on a déjà vues, sucré, salé, acide, amer, on a à peu près les mêmes réactions que pour tous les enfants qu'on l'a vu. Acceptation du sucré salé, rejet de l'acide et de l'amer. En revanche, chez les enfants allaités, la saveur umami est mieux acceptée à l'âge de 6 mois, mais pas à l'âge de 12 mois. Alors, il y a certains auteurs qui ont émis l'hypothèse d'une flavor bridge effect, c'est-à-dire que cette appréciation de la saveur umami serait un passage nécessaire pour accepter l'alimentation solide. La saveur umami, c'est la saveur en protéines, en acides aminés, et finalement pour passer à une alimentation à base de viande. Donc c'est un instinct de survie naturel. Quand on fait un peu les mêmes expériences que ce qu'on a fait avec le liquide amniotique, donc Menela avait pris donc des femmes en fin de grossesse. Là, elle a pris des femmes allaitantes et elle leur a dit de consommer pendant 3 semaines du jus de carotte. Et à 6 mois, par rapport à un groupe contrôle, on voyait que ces enfants dont la mère avait consommé du jus de carotte pendant l'allaitement consommaient plus de céréales à base de carottes. Il y a une autre étude longitudinale qui est assez vieille, mais qui avait comparé 2 groupes de patients. Un groupe allaité, un groupe qui consommait un lait infantile aromatisé à la vanille. Et puis à l'âge adulte, on leur proposait du ketchup, un naturel et un d'une saveur vanillée. Et finalement, ceux qui avaient reçu l'allaitement maternel préféraient, dans 2 tiers des cas, le ketchup de goût naturel. Et d'autres études plus récentes ont montré que finalement, c'était probablement la variété des arômes du lait maternel qui avait un rôle sur l'acceptation des saveurs ultérieures. Quand on prend un lait infantile, on a, en tout cas les 4 premiers mois de vie, une alimentation un peu monotone, entre guillemets, avec un lait qui est censé toujours avoir le même goût. Mais cette flaveur, elle va être dépendante du lait qu'on va utiliser, et on va parler là des hydrolysats de protéines de lait de vache chez les enfants allergiques. Avec cette très belle étude donc, de Melena qui avait été faite, qui avait comparé 6 groupes d'enfants, donc répartis, pour ces 6 groupes d'enfants, il y avait 2 groupes contrôle, donc un groupe qui n'avait jamais consommé d'hydrolysat de protéines de lait de vache, un groupe contrôle qui consommait des hydrolysats de protéines de lait de vache depuis la naissance, un groupe qui consommait des hydrolysats de protéines de lait de vache à partir de l'âge de 1 mois et demi pendant 1 mois, un autre à partir de l'âge de 2 mois et demi pendant 1 mois, un autre à partir de l'âge de 3 mois et demi pendant 1 mois, et puis un autre groupe qui consommait à partir de 1 mois et demi pendant 3 mois les hydrolysats. Qu'est-ce qu'on a vu? Là, vous voyez sur les 2 groupes contrôle, la photo du haut, c'est un enfant qui n'a jamais consommé d'hydrolysat. Vous voyez qu'à l'âge de 7 mois et demi, cet enfant refuse catégoriquement l'hydrolysat de protéines de lait de vache. En bas, vous avez le groupe contrôle d'un enfant qui a toujours consommé un hydrolysat. Bien sûr, à 7 mois et demi, il va l'accepter parfaitement bien. Maintenant, qu'en est-il des autres enfants qui avaient de façon ponctuelle cet hydrolysat? On voit sur ce schéma, là, vous avez en gris clair, en fait, les enfants qui ont eu précocement une introduction de l'hydrolysat de protéines de lait de vache, et en noir, ces enfants qui ont eu une introduction plus tardive, c'est-à-dire après l'âge de 3 mois et demi. Et on voit clairement sur ce diagramme que plus l'introduction de l'hydrolysat a été précoce, et plus celui-ci est accepté par l'enfant à l'âge de 7 mois et demi. Après que l'enfant l'ait reçu 1 mois à partir de 1 mois et demi ou 3 mois à partir de 1 mois et demi, ne changez pas l'acceptation ultérieure. Alors, il y a eu d'autres études qui ont étudié finalement la patabilité des hydrolysats de protéines de lait de vache et des formules infantiles. Donc ces études, elles ont été faites chez l'adulte et on se rend compte que les hydrolysats de protéines de lait de vache ne sont pas tous acceptés de la même façon et que finalement, quand on demande à des professionnels de santé de classer ces 4 hydrolysats, soit du lactosérum avec du lactose ajouté, soit des hydrolysats de caséine, on voit que leur préférence est clairement en faveur des hydrolysats du lactosérum avec du lactose.
Pour les formules d'acides aminés, l'Ipsos a fait une étude récemment avec Nutricia. Et pareil, on demandait à des professionnels de santé de comparer 5 formules d'acides aminés en aveugle et de donner leurs préférences en termes de goût, de texture et d'odeur. Et le Neoquette Junior était clairement préféré par rapport à ces formules concurrentes en termes de goût, de texture et d'odeur. Alors, cette prise d'hydrolysa de façon précoce, est-ce qu'elle a un impact sur le comportement alimentaire ultérieur? Donc ça, ce sont des très belles études transversales qui ont été faites par l'équipe de Kate Messling au Royaume-Uni, donc sur l'île de Wight, donc qui est une île du sud du Royaume-Uni, où on compare finalement des enfants qui ont consommé des hydrolysats de protéines de lait de vache au moins pendant 3 mois avant l'âge de 12 mois, à des enfants qui n'en ont jamais consommé. On leur demande à l'âge de 13 mois de remplir un questionnaire, le questionnaire de difficulté alimentaire de Montréal, dont on reparlera peut-être tout à l'heure. Et on se rend compte qu'à l'âge de 13 mois, il y a 14 enfants du groupe qui n'ont pas consommé de PLV pendant les premiers mois de vie, qui ont des difficultés alimentaires avec un score de Montréal supérieur à 45, versus 1,6% dans l'autre groupe. Il n'y a pas d'effet de genre, de l'allaitement, ni de corrélation entre l'âge d'introduction de l'hydrolysa et sa durée de consommation. Alors, cette prise d'hydrolysa, est-ce qu'elle a un impact plus tardif? Donc, on continue toujours avec ces études transversales où on étudie ces enfants à l'âge de 7 à 13 ans. Donc, toujours une comparaison d'un groupe qui a consommé dans la première année de vie des hydrolysats de protéines de lait de vache versus des enfants qui n'en ont pas consommé. Alors, leur comportement alimentaire, entre 7 et 13 ans, on se rend compte que les enfants qui font partie finalement du groupe allergie aux protéines de lait de vache, qui sont en gris clair, sont plus méfiants vis-à-vis des aliments entre 7 et 13 ans. Et ils mettent plus de temps à manger que les enfants du groupe contrôle. Quand on regarde les aliments qu'ils apprécient, il y avait une différence de consommation. On voyait que les enfants qui avaient eu une allergie aux protéines de lait de vache acceptaient moins le lait entier, le beurre, les glaces à base de crème, la crème et puis le chocolat. D'autres études ont montré que ces enfants acceptaient également des saveurs différentes quand ils avaient eu une allergie aux protéines de lait de vache, qu'ils avaient reçu un hydrolysat de protéines de lait de vache dans l'enfance. À l'âge de 5 ans, par exemple, dans cette étude, on voit que les enfants qui ont reçu un hydrolysat de protéines de lait de vache par rapport à ceux qui ont eu un lait infantile standard ou une formule à base de soja, appréciaient plus les saveurs acides du jus de pomme, que ce soit donc une appréciation sur une réaction faciale ou sur la prise alimentaire. Et ces enfants appréciaient également plus les légumes réputés amers, comme le brocoli. On repart sur l'île de Wight avec des enfants plus grands maintenant, qui ont 11 ans et demi. Et pareil, on va comparer l'appréciation des saveurs en fonction du fait qu'ils aient reçu un hydrolysat de protéines de lait de vache dans la première année de vie ou pas. Et on voit de manière significative que les enfants qui ont reçu un hydrolysat de protéines de lait de vache dans la première année de vie acceptent mieux la saveur amère par rapport au groupe contrôle. Quand on regarde les aliments, donc on retrouve à peu près les mêmes choses que tout à l'heure sur les produits laitiers, une moins bonne acceptation des produits laitiers, mais pas de différence sur la prise des fruits et légumes, et des légumes en tout cas dans cette étude. Alors là, on a parlé du lait maternel, du lait infantile. Maintenant, on va parler du sevrage. Bien sûr, l'appréciation du goût, des saveurs, elle va dépendre de la culture familiale, elle va dépendre de l'éducation et puis aussi de l'exposition répétée aux aliments. On dit tous aux parents que pour qu'un enfant, pour essayer de faire prendre des légumes à un enfant, on va proposer des expositions répétées. Comme ça a été le cas dans cette étude, où pendant 8 jours d'affilée, on va proposer à des enfants de 2 ans de consommer des haricots verts et on voit finalement qu'au bout du 8e jour, on a une augmentation notamment de la consommation des haricots verts, mais aussi de certains autres légumes. En revanche, il n'y a pas d'augmentation de la consommation des fruits. Ils ont refait la même étude avec des poires. Donc pareil, après 8 jours d'exposition, une augmentation de la consommation des poires et d'autres fruits, mais pas d'augmentation de la consommation des légumes. Donc les auteurs avaient conclu finalement un recouvrement de saveurs entre certains légumes et certains fruits. Il faut aussi parler
de ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous égaux dans l'appréciation des saveurs, notamment dans l'appréciation de la saveur amère. Il y a un gène donc, qu'on appelle TAS-R2-38, enfin un nom un petit peu complexe, qui va intervenir dans l'appréciation de la saveur amère. Et on sait que certaines personnes ont un polymorphisme spécifique qui fait qu'ils apprécient plus la saveur amère et qu'ils vont apprécier finalement plus les légumes plus amers, comme les brocolis. Enfin, je vais finir avec juste un petit mot sur les textures, avec cet article récent de la Société de nutrition allemande de pédiatrie, qui a lancé un petit peu une alerte sur la prise des gourdes alimentaires. Donc, on connaît tous les gourdes alimentaires pour les compotes, les pommes-potes, qui se développent maintenant pour les enfants plus jeunes, et qui, notamment en Allemagne, se développent pour des purées salées, qui sont réputées être très pratiques, parce qu'on peut les prendre pour les pique-niques, et puis c'est extrêmement pratique. Mais effectivement, ça pose quand même un problème, parce que ça va être une alimentation par succion, aspiration, où il n'y a absolument pas de mastication. Et on sait que si on donne ce type de produit de façon prolongée, on va forcément retarder l'introduction des aliments croquants, qui, comme on le sait, quand ces aliments sont introduits après l'âge de 9 à 10 mois, vont augmenter les difficultés alimentaires. Et certaines études ont même montré que ça diminuait la consommation des légumes et des fruits à l'âge de 7 ans. Donc pour terminer, comme on l'a vu, le goût, c'est un sens en général complexe. Le développement du goût va être influencé, donc on l'a vu dès la période in utero, va être influencé dès l'alimentation reçue à la naissance, que ce soit un allaitement maternel ou un lait spécifique, avec les textures apportées de façon précoce ou non, bien sûr les habitudes familiales, la culture, et aussi les préférences alimentaires, probablement dues, comme on l'a vu, à certains polymorphismes génétiques. On a vu aussi qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour l'acceptation de certains laits infantiles, notamment les hydrolysats et les formules d'acides aminés. Et je voudrais insister du coup sur ce concept d'empreinte nutritionnelle. On a vu qu'une alimentation précoce va déterminer probablement certains comportements alimentaires et la prise alimentaire ultérieure. Je vous remercie de votre attention. Un grand merci à vous, Julie, parce que c'est un sujet tellement riche, tellement complexe que vous l'avez exposé là avec brio. Merci, Julie. Je suis une ancienne diététicienne, j'ai fait 20 ans en pédiatrie et je suis ravie d'entendre qu'effectivement les bébés perçoivent des flaveurs dès la naissance en fait. Et ça m'a toujours heurtée quand on me disait qu'un bébé on peut lui donner n'importe quoi, s'il est malade il acceptera bien de le prendre. En tant que diététicienne ça me heurtait, donc merci pour votre exposé qui nous montre à quel point c'est pas vrai en fait qu'on va avoir un âge à partir duquel l'enfant n'acceptera plus de prendre n'importe quoi. Et puis, peut-être que moi, j'ai pas le gène, machin, parce que les brocolis, j'ai toujours pas réussi à m'y faire. On pourra tous se tester pour savoir. Voilà, c'est l'avenir de la science, de savoir si on peut manger des brocolis. Médecine personnalisée. Merci encore, Julie. Merci à vous. Notre orateur suivant est Marc. Marc, deuxième défi. T'es cap ou t'es pas cap, Marc? Je vais essayer de vous convaincre. Docteur, il mange rien. Docteur, vous n'avez pas des petites vitamines là, parce qu'il vraiment il mange rien et devant ces troubles du comportement alimentaire, souvent c'était les belles-mères qui disaient mais tu sais pas lui donner à manger donc il y avait un défaut de contenance de la mère qui était stigmatisé et qui faisait de cette plainte, une sorte de pathologie familiale diabolisante. Et puis après, on est passé devant quelque chose de très 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 médical avec cette plainte des parents disant il mange rien, il est difficile dans cette situation, souvent c'est il veut pas manger. Or, j'espère que je vais réussir à vous convaincre que certains enfants ne peuvent pas manger, d'où TECAP, et certains enfants, moins, ne savent pas manger. Et donc c'est important de faire le distinguo entre ces troubles du comportement alimentaire et on va essayer de démembrer un cadre nosographique. C'est un peu ambitieux, mais c'est une gageure que je vais essayer de relever devant vous. Pourquoi petit enfant ? Parce que
chez le nourrisson et chez le plus grand, au-delà de 6 ans, on n'est pas du tout dans le même cadre. Donc on va limiter notre propos sur cette tranche d'âge. Marc, je suis sûre que tu vas relever le défi. Moi, j'ai raté le mien, je vous l'avoue. Je vous présente toutes mes excuses. J'ai oublié de vous dire que vous aviez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui apparaît juste en bas de la fenêtre de présentation vidéo. Vous avez un petit bandeau chat où vous pouvez poser vos questions. Donc là, pendant les présentations. Et à la fin des 3 présentations de nos experts, bien sûr, on passera au débat, on pourra répondre à toutes les questions que vous vous posez sur les présentations qui ont été faites et sur ce super sujet. Toutes mes excuses d'avoir oublié de vous le repréciser. J'étais tellement embarquée dans le sujet parce que c'est quelque chose qui me passionne dans mes tripes, dans mon ADN, que je me suis laissée embarquer. Donc surtout, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions et bien sûr, à la fin, je pourrai les soumettre à nos experts. Eh bien, je suis sûr que tout le monde sera cap de nous poser ces questions sans avoir de troubles du comportement alimentaire. Alors, c'est quelque chose qui, en termes d'incidence et de prévalence, est très fréquent. D'ailleurs, quand on demande aux parents, vous voyez des chiffres qui sont extrêmement élevés. Quand on fait des études non déclaratives avec des échelles qui sont des échelles prévues pour cela, et Julie parlait à juste titre de l'échelle de Montréal qui est assez aisée en 14 points pour arriver à analyser s'il y a ces difficultés alimentaires ou ces troubles du comportement alimentaire. On voit qu'on est à peu près à 5%. Ça, c'est au niveau américain. Au Havre, une de nos collègues a fait une étude aussi dans cette tranche d'âge. Elle est arrivée à peu près 8%. Donc, on va dire entre 5 et 10% de nos enfants ont ces troubles du comportement alimentaire. Alors, on va essayer d'avoir une étude assez pragmatique pour prendre en charge ces enfants. Il arrive en consultation avec ses parents, souvent les 2 parents, parce qu'on sent qu'il y a un impact familial, là où dans des pathologies parfois graves, on a dans 75% des cas un seul parent. Là, dans la consultation que Véronique Leblanc et moi-même menons sur ces troubles du comportement alimentaire du petit enfant, eh bien, c'est inversé, c'est-à-dire que dans 75% des cas, il y a les 2 parents. Donc, on montre bien que le père, même s'il n'est pas au domicile, il est quand même dans une grande difficulté. Et la mère qui est pas au domicile aussi est toujours très agacée qu'il mange mieux quand même chez la nourrice qu'à la maison. Alors comment on fait ? On est en consultation. Les parents disent, il ne mange pas, faites quelque chose, donnez-lui un médicament ou des vitamines, qu'on n'en parle plus. Ça va être un petit peu plus compliqué que ça. En fait, la première chose, en bon pédiatre que nous sommes, on va screener le carnet de santé. Il est évident qu'un enfant qui a eu une intervention en période néonatale, qui est né avec une atrésie de l'œsophage, un enfant qui a eu un parcours médical difficile, un enfant qui est né prématuré. On sait que la prématurité a induit certains troubles du comportement alimentaire du petit enfant. Il est certain qu'on va rapidement s'orienter vers une prise en charge qui va être un petit peu spécifique. Mais ça, c'est quelque chose, évidemment, où je vais pas vous apprendre grand-chose. Puis après, il y a ce que j'appelle un peu le délit de sale tête, c'est-à-dire que quand on voit l'enfant arriver, on se dit il y a peut-être un gène sous-jacent, c'est pas le gène dont parlait Julie à l'instant. Grossièrement, un enfant qui est né avec un petit poids pour l'âge, un enfant qui a une cardiopathie, avec une dysmorphie qui est pas toujours très très évidente. Si on a ces 3 éléments, il va falloir
véritablement se focaliser sur est-ce que c'est pas un syndrome génétique. Alors, si vous avez l'occasion de travailler avec une équipe de génétique, tant mieux. Vous savez que maintenant, avec l'intelligence artificielle, vous avez Face to Gene qui, en photographiant l'enfant, peut déjà vous donner un aperçu éventuel d'un syndrome génétique. C'est important parce que il est certain que un enfant qui a un syndrome de Williams, une séquence de Pierre Robin ou un syndrome de Silver-Russell va avoir un pronostic un petit peu différent par rapport à ces troubles du comportement alimentaire. Et puis ensuite, là aussi, on fait de la pédiatrie, on regarde s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente qui peut générer ces difficultés, que ce soit une maladie cœliaque ou une maladie extra-digestive qui peut donner une perte d'appétit ou un retard de croissance. Et de ce fait, cette anamnèse et cet examen clinique est absolument fondamental pour arriver à prendre en charge ces enfants. Puis après, on se retrouve devant la situation de on est pressé, on n'est pas pressé. Parce qu'un enfant qui ne mange pas, selon ses parents, s'il est dans une situation de dénutrition, il va falloir être beaucoup plus actif et incisif que si les parents disent qu'il ne mange pas et qu'on le voit plutôt bien rembourré. Donc on est dans une situation où là, c'est assez simple. Il faut savoir que en dessous de 4 ans, le périmètre brachial sur le périmètre crânien, quand il est inférieur à 0,3, on se pose des questions. Inférieur à 0,26, on est dans une dénutrition. Le reste, au-delà, on sait que on a l'indice de Waterloo ou le BMI qui nous rend bien des services. Puis après, quand la mère arrive, qu'elle a manifestement le morphotype d'une anorexique mentale, en tout cas dans ses antécédents, et qui dit mon enfant il mange rien, on a envie de lui dire c'est sûr que tu as un cut-off qui n'est pas le même que nous, et on est certain. Et ceci est démontré dans la littérature que les difficultés alimentaires des parents sont souvent contemporains ou précurseurs de difficultés alimentaires chez les enfants. Par contre, à l'inverse, et il y a de plus en plus d'études longitudinales qui le montrent, c'est pas parce que on a des troubles du comportement alimentaire du petit enfant que l'enfant est TCAP jusqu'à 6 ans qui va déclencher ensuite une anorexie prépubère ou une anorexie mentale. On a maintenant des études longitudinales assez bien menées qui nous rassurent quant à ces éléments et ce trouble évolutif. Donc ça, c'est des éléments d'examen qui sont, somme toute, et je vous ai rien appris, notre quotidien, mais il faut savoir être systématique pour ne pas nous orienter dans une fausse piste. Puis ensuite, et c'est là tout le focus de ce que je veux vous faire partager, c'est que ces TCAP sont pour moi et selon notre expérience un trouble fonctionnel. Effectivement, la plupart des TCAP ne sont ni des maladies organiques, ni des maladies psychologiques ou psychiatriques. Et en médecine, quand c'est pas organique et quand c'est pas psychologique, on dit c'est fonctionnel. Et effectivement, ces troubles fonctionnels sont, puisqu'on parle du tube digestif, troubles fonctionnels intestinaux, sont définis par les critères de Rome, comme vous le savez, et on l'a bien démontré avec plusieurs études, chez le nourrisson et chez le plus grand, que quand on a un trouble fonctionnel, on a souvent une association de plusieurs troubles fonctionnels. Et là où je veux en venir, et c'est la première notion un petit peu complexe que j'aimerais partager avec vous, c'est que dans les critères de Rome 4, il est bien mis en dernier alinéa que dans les critères de Rome 5, on va peut-être revoir les critères et peut-être qu'on va introduire la notion des difficultés alimentaires. Donc déjà, vous
vous voyez que les gastro-entérologues s'emparent un petit peu de cette thématique. De plus, il a vraiment été publié qu'il y a une notion qu'on ne connaissait pas bien, même si on l'a subodorée, qui est la constipation sensorielle, c'est-à-dire des enfants qui ont une difficulté quand il y a du dedans qui passe en dehors, avec une sensation qui leur est extrêmement désagréable et qui font qu'ils se retiennent et que de ce fait, ils se constipent un peu. Et on sait que la constipation, c'est le trouble fonctionnel intestinal le plus fréquent dans cette tranche d'âge. Donc, mon premier message, c'est que nous partagions ensemble le fait que les TCAP sont des troubles fonctionnels intestinaux. La deuxième chose, c'est que les TCAP sont le plus souvent aussi contemporains ou secondaires à un trouble de l'interrelation familiale. Et là, c'est sûr que le forçage, c'est sûr que on est dans une situation où, voilà, si on peut repasser, comme vous voyez sur la diapositive du dessus, il y a un papa et une maman qui sont très très costauds, avec deux jumeaux qui sont tout gringalés, et le père me dit avec sa voix rauque et assurée, « Je comprends pas, les petits, ils mangent pas comme nous, pourtant on leur donne pas la même assiette. » Je dis « Ah bah... » Donc il est certain que parfois il y a une dissociation entre l'attente des parents, et cet après-midi, il y a un papa qui l'a dit, il a dit le problème c'est que mon enfant ne mange pas comme j'aimerais qu'il mange. Ça nous fait réfléchir, et ça, il faut que ça fasse réfléchir l'ensemble de la famille. Évidemment, avoir une vidéo d'un repas, c'est fondamental. Ici, sur cette première vidéo, vous allez voir cet enfant qui fait « Oh non, 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 je veux pas, oh non, surtout pas ça, non !» On sent une douleur, et puis là, il voit qu'il est filmé, regardez, hop, vous avez vu là, le petit coup d'œil, ben, c'est un coquin. C'est pas un TCAP, c'est un T-coquin. Par contre, là, on sent que cet enfant, c'est pas qu'il veut pas, c'est pas qu'il sait pas, ben, c'est qu'il peut pas. Regarder au niveau sensoriel comment il se gratte. Il fait de la peine, regardez, avec sa main comment il éloigne l'aliment qu'il ne veut pas consommer, et comment il se gratte en même temps, comment cet inconfort envahit tout son corps. Autrement dit, dans cette interrelation familiale, il faut bien savoir que l'enfant, c'est le boss, et que, et je vous le dis, si les parents vous disent on l'a forcé, il y en a un, on lui a fait l'avion, on lui chante une chanson, on lui met la distraction, il est certain que si les parents pensent que en le distrayant ou en le forçant, ils vont arriver à faire en sorte qu'il mange, ils vont peut-être remporter une bataille, et encore, c'est pas sûr, mais il faut savoir que en termes d'alimentation, quand on met sur un terrain guerrier le repas, la guerre est toujours gagnée par les enfants. Toujours. Ils gagnent toujours. C'est systématique. Alors j'ai vu une fois une mère qui a dit « Ah, pourtant je me donne ». Alors elle avait mis un bandeau qui plaquait sur son front l'iPad pour que le petit voit petit ours brun, et comme l'enfant aimait l'eau, le papa pieds nus sautait à pieds joints dans une bassine. Vous comprenez que cet enfant-là qui regardait tout ça avec des yeux émerveillés, quand il va aller à la cantine où on va lui proposer le repas de manière un petit peu moins, on va dire, enrichie au niveau cinématographique, il va s'en trouver extrêmement décontenancé. Donc ça, c'est vraiment important d'essayer de mettre un curseur entre les attentes des parents et ce que peut leur fournir les enfants, et de dire aux parents que c'est pas la peine de mettre une pression et de se mettre une pression à eux, parce que s'ils se fixent l'objectif
Et certains me disent, docteur, mais il faut qu'il mange combien? Je lui dis, il faut qu'il mange combien? Mais de toute façon, s'il ne peut pas manger, il ne peut pas manger. Ce n'est pas de votre fait. Donc, essayez de faire en sorte que les parents soient investis d'une mission de faire manger leur enfant. C'est une mauvaise mission, même si on sait très bien que le cordon ombilical, il est encore présent dans l'esprit des parents et que la fonction nourricière des parents est très très prégnante. Eh bien, ce n'est pas de leur fait. Il faut savoir que c'est les parents qui proposent, mais c'est l'enfant qui dispose. Donc, on a vu ce grand cadre de problèmes fonctionnels, on a vu ces troubles de l'interrelation, et puis on est maintenant dans ces situations de ces 5 à 10% d'enfants qui ont cette écape. Grossièrement, on va dire qu'il y a 3 grands groupes. Il y a les petits mangeurs, ceux qui ont peur de manger et ceux qui sont sélectifs. On va essayer d'affiner ce cadre nosographique que je vous propose. Le petit mangeur, c'est des enfants qui effectivement sont souvent un peu actifs. Alors en consultation, on a un peu peur parce que c'est des petits... comment dirais-je, comme des petits ouistiti, ils courent dans la consultation. À peine on a essayé de parler aux parents qu'ils ont déjà mis le doigt dans la prise et ils ont joué avec la souris de l'ordinateur. Souvent donc très très agités, entre guillemets. C'est des enfants qui mangent en toute petite quantité. Quand on leur parle d'installation, les parents disent « mais vous n'y pensez pas, docteur, de toute façon, il bouge. » Et on n'arrive même pas à l'attraper, il faut qu'on lui court après pour qu'il puisse prendre à manger. Autrement dit, ce sont des enfants qui mangent de tout en très petite quantité. Souvent, ils ont une courbe de poids qui est dans les limites de la normale, mais évidemment bien inférieure. Ils ont souvent une taille qui est complètement harmonieuse par rapport au poids. Ce sont rarement des enfants dénutris, mais qui sont des petits formats. Et comment on fait le diagnostic ? On peut faire un bilan biologique qui est le plus souvent normal, mais le diagnostic, c'est de savoir qu'un des 2 parents, et ça, de toute façon, ça permet de dire aux parents, c'est bien, c'est mon enfant, un des 2 parents a été également petit mangeur ou petit format quand il était petit. On a besoin d'avoir cette anamnèse familiale pour pouvoir porter ce diagnostic. Le deuxième diagnostic, c'est les enfants qui ont peur de manger. C'est publié, s'il y a eu une maladie, s'il y a eu une nutrition artificielle avec une agression de la sphère orale, on sait que c'est des troubles qui apparaissent 200 fois plus fréquemment quand il y a une nutrition artificielle que quand il n'y en a pas. C'est à la fois évident, mais le chiffre est assez impressionnant pour que nous puissions le décliner. Il est certain que des enfants qui ont des sondes dans le nez, dans la bouche, qui sont complètement distendus, qui ont été opérés plusieurs fois, qui ont mal, on comprend que ceux-ci développent une peur de manger. Parfois, c'est juste un événement traumatisant. Ici, un enfant de 4 ans que j'avais vu, puis la mère a dit de toute façon, il mange pas bien depuis que vous l'avez vu en urgence un soir. Je dis ah bon? Il me dit oui, vous étiez venu. Et puis à ce moment-là, je regarde dans le dossier, je vois cette radio que vous voyez où effectivement je m'étais dit mais comment il a pu ingérer un trombone, parce que je pensais que c'était un trombone. Et en fait, cet enfant avait réussi à manger le dentier du grand-père qui, de ce fait, lui aussi avait des difficultés alimentaires par la suite. Donc c'est un problème familial. Toujours est-il qu'on sent très bien qu'un événement, et le plus souvent c'est une inhalation de corps étranger, je dis bien, c'est pas une ingestion, une inhalation de corps étranger, la cacahuète avalée de travers, un incident avec un enfant qui avale de travers, c'est un élément qu'il faut savoir demander l'interrogatoire
l'interrogatoire, c'est un élément qui est un événement traumatisant assez important pour qu'il puisse induire ultérieurement des difficultés alimentaires. Et là, malheureusement, l'étude, c'est chez les enfants qui ont été intubés. Et on sait malheureusement que dans un tiers des cas, ils développent par la suite des troubles du comportement alimentaire, même si c'est sur une durée qui n'est pas prolongée. Et donc, on sait très bien qu'il y a cette fenêtre d'opportunité qu'on appelle la néophilie, qui est entre les premiers mois de vie et à 12 mois. Et on sait très bien que si, pendant cette période-là, qu'il y ait une ouverture fantastique sur les différentes fenêtres de diversification puis de texture, s'il y a un événement traumatique pendant cette période de néophilie, eh bien la période de néophobie, qui est une période normale, physiologique, qui doit normalement durer jusqu'à 2-3 ans, eh bien, devient une néophobie beaucoup plus impactante, beaucoup plus prolongée et beaucoup plus tardive. Et puis, il y a cette notion de trouble sensoriel. Troubles sensoriels, on a bien dit tout à l'heure, ce goût, cette odeur qui sont des sens, parce que manger, c'est tous les sens en éveil, et c'est pour ça que ce terme de trouble de l'oralité, ça fait juste un problème de bouche, alors que on est dans un problème qui est effectivement plus global, et j'aimerais que on décline ensemble cette appellation des troubles sensoriels de l'oralité alimentaire. Ce sont des enfants qui ont des troubles du comportement alimentaire, du petit enfant, et qui, à l'interrogatoire, les parents nous le disent, et ici je vous ai montré sur notre population la fréquence comparée à une population témoin, eh bien ce sont des enfants, la mère dit, il s'essuie, dès qu'il a les mains sales, il faut que cet enfant s'essuie, impossible qu'il mette les mains dans la pâte à modeler ou dans la semoule, alors là, mettre les pieds sur le sable, mais vous n'y pensez pas, docteur, et je vous ai mis en photo cet enfant-là qui marche avec aide de manière très satisfaisante sur du bitume, mais alors dès qu'on le met sur de l'herbe, tout de suite il écarte, on a l'impression qu'il fait de la gymnastique. Autrement dit, ces enfants-là ont une véritable irritabilité sensorielle, et regardez les chiffres, c'est-à-dire que vous voyez que dans le groupe des TCAP, 79% versus 9% dans la population standard, ça veut dire qu'il y a aussi des enfants qui ont des troubles sensoriels et qui sont dans la population standard. Refusent donc le contact tactile. C'est des enfants, quand on fait le bain, ils n'aiment pas qu'on leur mette de la crème sur le visage. Ils sont comme ça, ils sont très très irritables. C'est pas qu'ils aiment pas l'eau, c'est pas qu'ils sont pas propres, c'est que le massage leur est insupportable. Et chez ces enfants-là, il faut avoir des contacts francs. C'est-à-dire que là, la caresse, alors là, ça les fait bondir. Il faut avoir un contact franc chez ces enfants-là. Difficulté à se brosser les dents, 81%. Difficulté à appréhender le contact avec l'herbe ou le sable, comme je vous l'ai dit. Et ça, on le sait, c'est l'homonculus qui de Penfield en 1950 qui nous a bien montré, c'est que les mains et la zone orale sont extrêmement surdéveloppées au niveau de la représentation cérébrale de notre corps, et on voit très très bien qu'il y a une proximité des zones du cortex sensorimoteur entre la sphère orale et la main, et qu'il y a une sorte de continuum, et que donc qu'un enfant ait des difficultés alimentaires et qu'en même temps il ait des problèmes pour toucher, eh bien on rentre là dans la finesse de l'intégration sensorimotrice que j'aimerais partager avec vous. Effectivement, à notre sens, elle va générer la sélectivité alimentaire. Et maintenant, on est à un peu plus de 300 patients qui ont été screenés avec un même
interrogatoire semi-directif, mais là on a pris les 132 patients déjà analysés, donc on voit qu'est-ce qui fait que l'enfant consulte, c'est que les repas durent de plus de 30 minutes. Alors plus de 30 minutes, un repas, ça sert à rien de prolonger. Et pour l'enfant qui est au biberon, on dit même que 15 minutes, c'est plus que suffisant. Ça fait réfléchir quand il y a des parents qui passent leur temps ou toute leur journée à donner à manger à leur enfant. Alors il y en a qui stockent en bouche, il y en a donc qui sont sélectifs, il y en a qui sont forcés, il y en a qui ont de la distraction, et il y en a qui refusent les morceaux. Et si on fait un focus sur ces enfants qui refusent les morceaux, et à mon sens c'est assez original, et donc j'aimerais le partager avec vous, on le sait très bien, ils ont un problème de mobilité latérale de la langue, parce que pour mâcher, pour mastiquer, il faut bouger la langue et il faut qu'elle puisse balayer. Mais surtout, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a marqué lors des consultations, c'est qu'on demande, mais vers l'âge de 6-10 mois, là, vous savez, quand les enfants ils touchent à tout et qu'ils explorent l'environnement et qu'ils mettent à l'intérieur de la bouche pour essayer de s'approprier cet environnement. Votre enfant, il a eu cette étape. Et là, les parents disent, ah bah non, nous, alors là, on a pu faire autant d'apéros qu'on a voulu, on n'a jamais eu de problème avec il va manger une cacahuète ou pas, ça ne l'intéressait pas. Et donc ce défaut d'exploration de l'environnement avec, non pas parce qu'ils étaient capables, au niveau psychomoteur, de prendre de la main et d'aller vers la bouche. C'est pas le main-bouche, c'est le main à l'intérieur de la bouche. Et donc le développement sensoriel de ce qui se passe à l'intérieur de la bouche n'a pas été sollicité. Il y a eu une rupture d'intégration neurosensorielle et sensorimotrice. Et donc, avec cette situation délétère, eh bien, il va falloir reprendre depuis le début, et ça, Audrey va nous le dire tout à l'heure probablement, pour essayer de remettre, entre guillemets, dans le bon ordre, toute cette séquence d'intégration qui va de la vision à l'ingestion de l'aliment être une séquence qui est complètement, on va dire, bien ordonnée pour que le résultat soit satisfaisant. Donc, un enfant, et je le dis, un enfant à 7-10 mois qu'on suit en consultation et la mère dit « Ah bah lui, ça ne l'intéresse pas, il n'explore pas les objets, il les touche, il les regarde et puis c'est tout ». S'il ne les met pas à l'intérieur de la bouche, il va falloir essayer de faire en sorte qu'il y ait une sollicitation sensorielle, car, à mon sens, il va y avoir un peu plus de risques qui développent ultérieurement une irritabilité sensorielle, voire un trouble de comportement alimentaire du petit enfant. Il en est de même pour la marche à quatre pattes. Alors ça, jamais j'avais posé la question de la marche à quatre pattes. Et Véronique Leblanc m'a dit « Mais si, c'est important ». Je dis « Ah bon, on va demander ». Eh bien voilà, les résultats, 74% versus 15%. Eh bien, marcher à quatre pattes, c'est arriver non seulement au niveau spatial, mais au niveau contact, avoir les mains, les genoux, les pieds en contact sans cesse avec le sol, c'est quelque chose qui va permettre de s'orienter et d'intégrer au mieux toutes les informations neurosensorielles qui vont être indispensables ultérieurement pour pouvoir manger. Et attention, je hais les baby-trottes, même si j'ai aucun conflit d'intérêt contre, mais ça, c'est quelque chose qui vraiment, c'est une satisfaction pour les parents parce qu'ils ont l'impression que leur enfant marche alors qu'il ne sait pas marcher. Bon, ok, sauf que, eh bien, quand on fait entre guillemets, c'est comme si on handicapait les enfants en fait, au même titre que on a les déambulateurs pour les vieux, on fait des déambulateurs pour les jeunes. Pourquoi ? Je vous pose la question, pourquoi ? Eh bien, ces déambulateurs sont délétères puisque l'enfant ne passe pas par toute cette étape de développement qui est le quatre pattes, qui est nécessaire
au développement psychomoteur, certes, mais surtout au développement sensorimoteur. Donc en fait, quand on est avec ces TCAP, on voit dans la littérature plusieurs noms qui sont proposés, comme feeding difficulties en anglais, feeding disorders. Alors, la dernière dénomination, c'est Pediatric Feeding Disorders. Bon, ok, il y a des troubles du nourrissage. Feeding, c'est nourrissage pédiatrique. Les troubles alimentaires pédiatriques, ça me paraît complètement cohérent, sauf que c'est pas assez précis à mon sens. Les troubles de l'oralité, ça met tout de suite la bouche au premier plan. Or, la bouche, j'ai envie de dire, c'est le site effecteur terminal. Et puis, quand on est psychiatre, ils ont inventé un acronyme qui s'appelle ARFID, qui sont ces enfants qui sont restrictifs et sélectifs, mais ce sont des enfants qui, pour la plupart, ont des difficultés nutritionnelles, tant leur handicap est important, ou des difficultés psychosociales sévères, ce qui n'est pas le cas de nos enfants. Autrement dit, ces troubles du comportement alimentaire du petit enfant, de 1 à 6 ans on va dire, qui ne correspondent pas aux anorexies prépubères, c'est ces enfants qui ont soit peur de manger, et donc il faut à l'anamnèse bien stigmatiser l'événement coupable, des enfants qui ont un petit appétit, des enfants qui ont une sélectivité alimentaire, et parfois, ces peurs de manger, ces petits appétits ou ces sélectivités sont plus ou moins importantes, ont parfois des causes organiques sous-jacentes, parfois et surviennent chez des enfants qui ont des attitudes psychologiques qui sont un petit peu particulières au niveau de leur personnalité, mais c'est important d'arriver à démembrer ce cadre-là pour avoir une prise en charge qui soit optimale. Avoir bien en tête que c'est un trouble fonctionnel et comme c'est associé à d'autres troubles fonctionnels, on a vraiment vu des enfants qui avaient des TCAP et qui, en traitant la constipation qui l'accompagnait, avaient moins de difficultés ultérieurement. Uniquement ça. Autrement dit, toujours rentrer dans ce cadre global des troubles fonctionnels. On regarde s'il y a une attitude parentale qui est adaptée ou pas, et on regarde s'il y a un profil sensoriel ou pas, avec les petites questions que je vous ai listées et que Audrey va reprendre tout à l'heure très probablement. Autrement dit, cette échelle d'intégration neurosensorielle, Julie a parlé tout à l'heure de quelque chose qui naissait en anténatal, si je puis dire, mais on voit bien que manger, c'est avoir une attitude corporelle qui soit dans l'acceptation du repas, et on va voir l'importance de l'installation lors du repas pour ça, c'est voir, je vous mange des yeux, c'est toucher, c'est sentir, et à l'intérieur de la bouche, ce n'est que le site effecteur terminal, en sachant que pour nous, le mieux, c'est que l'enfant non seulement mange, mais en même temps, il prenne du plaisir, puisque ça, c'est fondamental. On ne mange pas sans plaisir, et si jamais il peut prendre son pied, si on peut lancer la diapositive, et voilà, alors dans ces cas-là, là, on est dans une situation où cet enfant-là, en aucun cas, n'a besoin d'un suivi en consultation. Il faut féliciter les parents, car manger, c'est savoir être sale et savoir prendre du plaisir. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marc. J'adore cette vidéo du petit loulou avec sa glace. Vraiment, c'est un régal de le voir manger. Donc promis, on ne parlera plus de troubles de l'oralité. Donc maintenant, l'appellation, ce sont bien les TCAP, les troubles du comportement alimentaire du petit enfant. Et un grand merci, Marc, de nous avoir partagé cette belle expérience que vous avez avec Véronique Leblanc à l'hôpital Robert Debré dans vos consultations pluridisciplinaires de prise en charge des difficultés alimentaires. Alors, on apprend toujours, c'est très très riche.
Merci pour ce partage d'expérience. Je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions via le chat qui est à votre disposition dans la barre là juste en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Et j'en ai déjà pas mal qui arrivent là sur la tablette. On fera une sélection parce qu'on ne pourra peut-être pas tout poser. Mais n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos questions. Je vais me tourner vers toi, Audrey, avec qui j'ai eu plaisir à travailler pendant de nombreuses années au CHRU de Lille, dans le service de gastronutrition pédiatrique. Audrey, tu es orthophoniste et tu as la lourde mission ce soir de répondre à la question finalement en pratique maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je peux proposer en pratique ? Donc, je vais essayer de vous donner des petites pistes, des choses qui sont, qu'on peut mettre en place de façon assez aisée initialement pour pouvoir déjà dérouiller des petites choses et éviter parfois des suivis longs ou des difficultés qui s'ancrent. Donc, on va parler d'abord des idées reçues. Donc ça, on l'a déjà un petit peu abordé, mais c'est vrai que quand un enfant a des difficultés alimentaires, souvent, tout le monde y va un petit peu de son commentaire. Et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est un enfant se laisse pas mourir de faim, mais c'est ta faute, tu es trop permissif, tu fais trop ceci, cela. Mais c'est toi qui as un problème avec l'alimentation, il faut le forcer. Ah bah oui, il aime pas les légumes, comme tous les autres. Ou alors la fameuse phrase, mais t'inquiète pas, il va avoir un déclic, qui fait que parfois on reçoit ces enfants en consultation assez tardivement parce que le déclic ne vient pas, ça vient pas tout seul. Et c'est comme, on fait souvent le parallèle avec la lecture. Quand un enfant a des difficultés de lecture, ça nous paraît fou de dire aux parents, vous inquiétez pas, laissez-le tranquille, il va avoir un déclic, ça va venir tout seul. Pour le développement de l'alimentation, c'est pareil, si on ne l'accompagne pas, il n'y a pas de déclic et ça ne vient pas, les choses n'arrivent pas toutes seules. Donc attention à ces idées reçues que parfois on véhicule parce qu'on les a déjà entendues. Et il faut vraiment qu'on retravaille ça pour pouvoir accompagner le mieux possible ces enfants. Donc manger, c'est pas aussi simple que ce qu'on en voit souvent. Manger, c'est quelque chose, c'est une réalité quotidienne, c'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois par jour, qui, quand tout va bien, ne nous pose pas de difficultés. Mais on a tendance à voir que la partie émergée de l'iceberg et pas tout ce qu'il y a en dessous. Manger, c'est plein de choses qui sont en interrelation. Donc, c'est des organes qui doivent bien fonctionner. Ce sont des dents, ce sont des muscles, des articulations. Mais c'est aussi une histoire familiale, c'est une histoire culturelle. En fonction de là où on habite dans le monde, on a une alimentation différente, on a accès à des aliments différents. C'est une histoire d'environnement, de plaisir, on en a parlé, d'appétence, d'envie. C'est aussi un développement sensorimoteur, c'est un apprentissage, c'est de la cognition, c'est de l'intégration sensorielle. Et donc tout ça, de la digestion, tout ça, il faut aussi le prendre en compte dans l'action de manger. C'est pas juste un acte mécanique d'ingestion de calories. Il y a vraiment tous ces aspects-là, les fonctions oromyofaciales nécessaires à l'alimentation, qui sont à prendre en compte dans la compréhension de l'alimentation et des difficultés alimentaires de l'enfant. Alors le repérage des troubles, si possible, il doit être le plus précoce possible, avec ces petites phrases qu'on a déjà évoquées, les signes cliniques qui doivent nous mettre la puce à l'oreille, il refuse les morceaux, il mange que du lisse, il a besoin de se laver les mains souvent, le brossage des dents est compliqué, il est très sélectif, il a des hauts le cœur fréquemment. Donc ces choses-là ne sont pas des choses anodines qu'il faut balayer, il faut vraiment prendre le temps de pouvoir creuser ces signes cliniques pour essayer de les comprendre. Après, un signe clinique tout seul ne veut pas dire qu'il y a un trouble. Un enfant peut avoir des hauts le cœur la première fois qu'on lui présente un morceau, par exemple, mais c'est la répétition de ces signes cliniques qui doit nous alerter suffisamment tôt pour éviter que les choses s'ancrent et que les difficultés s'ancrent par la suite. Alors dans l'alimentation du jeune enfant est une histoire de transition parce que le nourrisson va passer par beaucoup d'étapes alimentaires on pourrait dire dans sa première année de vie, il peut passer par énormément d'étapes alimentaires. Donc la première étape alimentaire, c'est l'alimentation placentaire in utero, le bébé est alimenté donc par le placenta et à la naissance, en fonction du projet des parents, le bébé peut être allaité au sein ou alimenté au biberon avec du lait maternel ou du lait artificiel.
Si le bébé est allaité au sein, on a parfois des mamans qui arrêtent d'allaiter au bout de quelques mois et donc le bébé passe au biberon après. Donc ça fait une première transition qui est ce passage du sein au biberon, avec parfois en plus des multiples changements, enfin des multiples ruptures là liées à des changements de lait. Et donc Julie parlait des laits aussi avec les goûts différents. Et donc on a parfois des parents qui viennent consulter qui ont essayé 5 laits, 6 laits, 7 laits parce qu'ils ont l'impression que ça convient pas à l'enfant. Donc plein de ruptures sensorielles encore à ce moment-là. On a ensuite la diversification alimentaire avec le passage à la cuillère. Dans les recommandations, donc c'est entre 4 mois révolus et 6 mois, donc c'est encore une nouvelle transition, avec là la découverte d'un nouvel outil, la cuillère, qui nécessite du coup des nouvelles compétences motrices. L'enfant doit passer d'une succion du biberon ou du sein à une praxie à la cuillère, mais il découvre aussi des textures qui changent, des couleurs qui changent, enfin c'est un peu une révolution ce passage à la cuillère dans sa vie alimentaire. Et puis très vite, il y a le passage au morceau qui arrive autour de 7-8 mois, avec des textures d'abord des textures grumeleuses, puis un peu plus épaisses, des choses à mâcher. Et ensuite, l'enfant va développer ses compétences alimentaires. Si on regarde un petit peu ces transitions-là, on se rend compte qu'entre 0 et 8-10 mois, qui est l'âge de passage au morceau, l'enfant peut passer par 4 à 5 transitions alimentaires différentes. Et après, il n'en changera plus, on l'espère, en tout cas le plus longtemps possible, il continuera à manger des morceaux. Mais on se rend compte que ces transitions-là, toutes ces transitions se passent dans la première année de vie de l'enfant. Et donc, il est vraiment nécessaire d'être très vigilant à cette première année de vie au niveau alimentaire et à toutes ces transitions qui sont souvent les périodes sensibles d'acquisition des fonctions et donc les périodes un peu de vigilance. Et c'est souvent dans ces transitions, au moment de ces transitions, que les troubles, les difficultés peuvent commencer à s'installer. Les parents nous disent « Ah bah oui, l'allaitement au sein se passait bien, mais au moment de passer au bib, ça a été très compliqué. » Ou alors l'alimentation lactée, pas de problème, mais alors le passage à la cuillère, ça a été le début des difficultés. Ou alors ils nous disent bah, « Tout allait bien jusqu'au moment du passage au morceau. » Donc c'est souvent ces transitions qui sont fragiles et donc il faut questionner chez les parents pour savoir comment ça se passe. C'est normal qu'une transition, que quand il y a une transition, l'acquisition de la nouvelle compétence peut mettre un petit peu de temps à démarrer, l'enfant peut mettre un peu de temps à apprendre, mais c'est pas normal quand les difficultés durent et que l'enfant n'arrive pas à passer à l'étape d'après. Donc on a vraiment ces périodes sensibles d'acquisition des fonctions alimentaires et donc ces fenêtres d'acceptation des nouvelles textures et des changements qui font que quand on parle de difficultés alimentaires, il est vraiment très important de se dire que cette prise en soin et cet accompagnement, il est précoce et que précoce, ça veut dire moins d'1 an vu que ces transitions se passent chez le bébé qui a moins d'1 an. Donc quand on dit non, attendez le déclic, qu'il ait 2 ans, 3 ans, alors c'est jamais trop tard, bien sûr, on peut toujours travailler avec l'enfant qui grandit, mais plus on les voit tôt et plus c'est facile de remettre en route des petites choses pour les accompagner. Donc, un exemple de transition alimentaire, c'est la diversification qui est quand même un tsunami, on en a parlé dans la vie alimentaire de l'enfant, notamment parce que quand l'enfant va bien et qu'il a une diversification relativement traditionnelle, il va découvrir des textures qui vont être parfois donc la texture liquide avec son biberon ou l'allaitement maternel. Le midi peut avoir une purée avec différents aliments, mais du coup, il va passer d'une texture un peu épaisse à une texture crémeuse. Au goûter, il va avoir une compote qui sera peut-être un petit peu mal mixée, donc il y aura des petits grumeaux. Et donc cette diversification, c'est déjà une première confrontation à des textures qui vont être très variables, très variées. Et on sait que chez le bébé qui bénéficie d'une diversification alimentaire avec une éviction des protéines de lait de vache, souvent les parents vont proposer des textures qui sont relativement similaires parce qu'ils ne vont pas oser essayer des nouvelles choses. Et donc ils proposent un régime alimentaire qui est souvent un peu monotone, avec des purées, des compotes ou des biberons qui ont des textures qui sont finalement quasi toutes fluides et aqueuses et peu de possibilités de variation et de changement de texture. Donc on a cette diminution déjà de la diversité des textures qui fait la richesse de la diversification alimentaire.
Donc, une première chose pour ces bébés, pour ces très jeunes enfants, au moment de la diversification alimentaire, quand il y a une allergie aux protéines de lait de vache, c'est de varier les goûts et qu'un régime sans protéines de lait de vache ne veut pas dire sans plaisir et qu'on a maintenant la chance de pouvoir trouver des aliments sans protéines de lait de vache, mais qui ont des textures et des goûts qui sont très variés et qui permettent d'éviter cette monotonie alimentaire qui fait qu'au bout d'un moment, quand on mange tous les jours la même chose, ça paraît normal de s'en lasser et d'avoir un peu moins d'appétit ou d'avoir moins envie de goûter et du coup de moins ouvrir son panel alimentaire. Or, on a vu que chez le bébé, cette fenêtre de découverte alimentaire, elle est très importante parce que chez le tout petit, au moment de la diversification, plus on va lui proposer un panel varié de goûts, d'aliments, plus sa palette d'aliments, quand il va grandir, va être élevée. Donc ça veut vraiment dire que cette diversification, elle est super importante pour pouvoir justement ouvrir le panel alimentaire de l'enfant et éviter de déjà l'enfermer dans des choses qui vont être très monotones. Donc on peut déjà varier les textures, varier les goûts. Et puis on a parlé du forçage alimentaire. Bien sûr que le forçage n'aide pas l'augmentation des apports. Donc de forcer l'enfant ne lui permet pas d'augmenter les apports qu'il va manger. Et en plus, c'est un facteur de risque chez l'enfant de développer un trouble alimentaire pédiatrique. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va plutôt éviter. Alors, des pistes de prévention qui vont vraiment faire lien avec la présentation de Marc juste avant, c'est déjà de remettre les sens au cœur de l'alimentation. Quand un repas se passe bien pour un enfant, qu'est-ce qui se passe ? L'enfant, il va le regarder, il va prendre avec ses mains, il va un peu l'écraser, il va porter en bouche. Et donc, tous les sens de l'enfant vont être sollicités. La vue, le toucher, le goût, l'odorat. Et donc, c'est important de pouvoir déjà avoir ces notions-là en tête. Et quand l'alimentation est compliquée, de proposer aux parents d'être vigilants, en tout cas, au sens de l'enfant et à comment est-ce qu'on peut les solliciter. Donc par exemple, la vue, ça donne toujours plus envie d'avoir une assiette avec 2 yeux et une petite bouche ketchup que d'avoir tout mélangé dans une couleur marron, par exemple, voilà, qui ne va pas donner très envie. Et donc on sait que la vue, c'est le premier sens qui nous donne envie ou pas de manger quelque chose. Quand on regarde une assiette, on peut se dire d'emblée « Ah, super, ça me donne faim » ou alors « Non, merci, j'en veux pas ». Donc déjà, le premier point, c'est de soigner la présentation visuelle des assiettes sans pour autant forcément faire quelque chose de très artistique. On peut faire des choses très simples pour les enfants. Il existe des petites assiettes où on peut mettre des haricots verts pour faire des cheveux chez une tête de bonhomme, ou voilà, vraiment des choses très simples mais qui visuellement vont donner envie. L'autre chose aussi, au niveau visuel, c'est que la quantité est importante. Quand d'emblée, au niveau visuel, vous avez une grosse assiette bien remplie, si vous n'avez pas très faim, vous allez pouvoir vous dire d'emblée « non merci, j'en veux pas ». Et c'est ce qui peut se passer chez l'enfant. S'il y a une petite quantité dans une petite assiette, ça peut lui donner plus envie d'y aller. Donc la vue, c'est important. Le toucher, le contact tactile aussi avec les aliments est très important. Et donc, Marc en a parlé juste avant. Souvent, les enfants avec des troubles alimentaires ont des difficultés à appréhender les aliments avec les mains, ont besoin de se nettoyer les mains souvent. Il y a toujours la lingette à côté pour venir nettoyer les mains. Et donc, c'est vraiment important de pouvoir autoriser l'enfant à prendre les aliments avec ses mains, à pouvoir les découvrir avec ses mains. Ce qu'il faut se dire, c'est que l'enfant a besoin de savoir ce qui se passe dans ses mains pour savoir ce qui va se passer dans sa bouche. Si quand je prends cet aliment, je le mets dans ma main, ça s'écrase, tiens, peut-être qu'il va se passer la même chose quand je le mets dans ma bouche. Donc l'enfant apprend en découvrant avec ses mains ce qui va se passer après dans sa bouche. Donc cette étape de découverte tactile est très importante et elle est importante pour nous, en tant que professionnels de la santé, à encourager aussi chez les parents, parce que les parents vont rarement venir vous voir en disant « mais je suis inquiet, mon enfant met pas ses mains et ne touche pas ». Au contraire, eux se disent « c'est chouette, mon enfant, il est propre, il en met pas partout », mais c'est vraiment au contraire, nous, quelque chose qu'il faut qu'on aille chercher et qu'on encourage, la découverte tactile des différentes textures, notamment alimentaires, dans l'assiette. Dans les sens qui sont sollicités, il y a bien sûr l'odeur, donc c'est de pouvoir aussi penser à faire sentir les odeurs aux enfants avec toutes les odeurs très variées de la cuisine, les épices, les légumes. Tiens, ça, à quoi ça te fait penser ? Est-ce que tu aimes, est-ce que tu aimes pas ? Est-ce que tu reconnais ? Voilà, donc pour pouvoir le sensibiliser aux odeurs. Et puis, une autre chose qui va être très importante aussi, c'est
ce qu'on va appeler la modélisation, c'est-à-dire que l'enfant apprend beaucoup, dans toute sa vie d'enfant, il apprend par l'imitation des autres. Et donc sur les temps du repas, l'enfant apprend, mais comme dans les autres domaines, en imitant ses pairs, PAIRS, et en faisant pareil. Et donc, faut imaginer que si l'enfant a des difficultés alimentaires et qu'il mange tout seul dans sa chaise haute avec le parent en face de lui, il n'y a pas beaucoup de modèles à ce moment-là. Comment on fait ? Comment ça se passe ? Alors que dans l'idéal, si on peut, faire participer l'enfant au temps de repas familial pour qu'il voit papa, maman ou les frères et sœurs ou des cousins et cousines, parce que c'est souvent dans l'assiette du parent que l'enfant va chipper son premier aliment, parce qu'on le sait, c'est toujours meilleur dans l'assiette du voisin. Donc cette modélisation, le fait de montrer, d'être le modèle pour son enfant, elle est très importante, encore plus chez l'enfant qui a des difficultés alimentaires. Donc la prévention, c'est vraiment autoriser l'enfant à venir découvrir avec ses mains, toucher, pour comprendre. C'est vraiment toucher avec les mains, c'est comprendre l'aliment et comprendre ce qui va se passer dans ma bouche. De présenter des petites quantités, des choses colorées aussi. On sait qu'une assiette colorée, ça peut donner envie. Les enfants aiment bien les idées parfois de petits pique-niques. Un petit pique-nique, on va mettre des tomates cerises sur un petit pic à brochette avec des petits morceaux de fromage qu'on vient piquer dessus. Ça fait des petites choses miniatures et du coup ça peut donner envie parce que c'est ludique. Donc de vraiment remettre ce côté visuel, de petites quantités, de jolies, de petites couleurs, de choses ludiques, de pouvoir proposer ça sur les temps de repas quand c'est possible. Donc les deux points qu'on peut garder en tête qui sont importants, c'est de pouvoir faire ensemble et de proposer des repères. Donc la première chose, c'est vraiment que le parent puisse montrer le chemin, donc modéliser, c'est-à-dire se garder en tête que le parent va être l'exemple de son enfant, et donc c'est important de partager ces temps de repas comme on l'a dit ensemble. Et ça permet de garder en tête l'idée d'habituation progressive. Pour l'enfant, c'est plus je vois faire, plus j'ai envie de faire. Donc plus je vois, et c'est souvent comme ça que ça se passe des fois à la cantine, l'enfant qui voit les copains qui mangent et qui se dit bah tiens, moi pourquoi je goûterais pas le fameux brocoli ? Parce que je vois que tout le monde mange autour de moi, donc du coup si tout le monde le fait, pourquoi pas moi ? Donc le fait de plus ça se passe autour de moi, plus pourquoi pas je vais avoir envie de goûter. Et puis plus on me propose un aliment, même si je ne le mange pas, plus je vais m'y habituer. Et ça c'est vraiment une notion très importante à garder en tête et à dire aux parents, parce que souvent les parents nous disent il aime pas, je vais prendre un exemple, il aime pas les haricots verts, donc non, je lui en donne plus parce que ça il aime pas, les carottes il aime pas, et donc finalement je lui donne des repas qui sont un peu monotones. En fait, ce qu'il y a, c'est que si on ne propose pas de façon régulière les aliments à l'enfant, il n'y a aucune chance pour qu'il ait envie de les manger. Et donc, c'est important que les parents entendent le message de « je ne lâche pas, je continue, je ne force pas, mais je continue à proposer à l'enfant, parce que si je ne lui propose pas, il n'y a aucune chance pour qu'il s'y habitue. » Et je trouvais que ça faisait du lien aussi avec l'étude dont nous parlait Julie en première partie sur les haricots verts qui étaient proposés pendant 8 jours à l'enfant et qui, le 8e jour, allait augmenter la quantité d'haricots verts mangés. C'est vraiment ça, cette idée d'habituation progressive. C'est plus on me propose, plus j'ai une chance de pouvoir goûter. Et proposer, ça peut être juste un haricot vert posé dans l'assiette et il est là, tu n'es pas obligé de le manger, mais on le laisse ici et tu t'y habitues. C'est aussi proposer à l'enfant de participer à l'élaboration du repas, de le faire éplucher, alors en fonction de son âge, toucher les fruits ou les légumes, éplucher, mettre ses mains. Donc ça participe aussi à cette découverte tactile dont on a beaucoup parlé. De pouvoir faire avec ses mains, participer, ça donne toujours envie, ça donne plus envie en tout cas de goûter quelque chose auquel on a contribué. Et puis tous les jeux aussi parfois de faire semblant, de manger, qui peuvent rassurer certains enfants. Quand un enfant a des troubles alimentaires, on a aussi parfois des parents qui en ont un peu perdu le cadre alimentaire. Ils savent plus quel repère, est-ce qu'il faut... On leur a dit qu'il fallait pas forcer, mais du coup, est-ce que pas forcer, je ne propose plus à l'enfant, est-ce que je le laisse faire ce qu'il veut ou pas ? Et donc les parents parfois ne savent plus quel cadre ils doivent poser. Donc c'est important de dire on force pas. Par contre, le temps du repas, c'est un temps avec un cadre où on est assis à table.
Et donc l'installation est vraiment importante parce que si l'enfant est bien installé, il aura envie de rester sur les 15 minutes du temps de repas. Si par contre il est installé avec les pieds dans le vide et de façon pas très confortable, il aura juste qu'une envie. Si en plus le repas n'est pas un moment agréable pour lui, il aura qu'une envie, c'est de filer. Donc l'installation va être importante, une petite assiette, et le cadre alimentaire, c'est aussi de dire à l'enfant, même si c'est compliqué pour toi, j'entends bien, mais du coup on décide ensemble que tu peux rester. Alors, et là il y a peut-être un petit contrat à mettre, 5 minutes ou 3 minutes ou juste 1 minute. Pour certains enfants, il n'y a pas d'obligation de manger, mais juste d'être là et de regarder. Et souvenez-vous, regarder, c'est la première marche du chemin jusqu'à la bouche. Si déjà je regarde les aliments, je les apprivoise et du coup ils me feront moins peur et peut-être qu'un jour j'aurai envie de le prendre et de mettre dans la bouche. Donc pas d'obligation de manger, mais juste de cheminer jusqu'à la bouche, c'est-à-dire petit à petit, je les regarde, puis un jour je vais les toucher, je vais faire un toc-toc et pourquoi pas je vais les manger. Et on a parlé aussi du brossage des dents, alors qui n'est pas en lien direct avec le repas, mais qui est en lien direct avec la sensorialité orale. Se brosser les dents, c'est une activité sensorielle très intéressante parce qu'il y a les poils de la brosse à dents et qu'on peut venir masser un peu le palais, les gencives. Donc ça participe aussi à désensibiliser un petit peu cette bouche trop sensible. Donc là, c'est des petites pistes qui sont facilement proposables aux parents. Bien sûr que si les difficultés perdurent, il peut être intéressant pour le pédiatre ou le médecin de proposer un bilan orthophonique pour faire le point justement sur les compétences alimentaires de l'enfant et voir si cela relève d'une prise en soin par la suite. Donc bien sûr que quand c'est ludique, ça donne envie. Donc j'avais ramené aussi un petit peu de matériel juste pour vous présenter rapidement. Donc il y a ce genre d'assiette ludique avec des cases par exemple où on peut mettre un petit peu d'aliments dedans. Il faut quand même juste faire attention à garder en tête que le temps de repas reste un temps de repas et que c'est pas non plus un temps où on fait que des jeux. Le temps de repas est un temps pour s'alimenter. Mais voilà, une assiette sympa peut donner envie. Et puis, dans les petites choses, dans le matériel qui va être intéressant, on a parlé de la sensorialité orale, du brossage des dents. Donc, on a tout ce qui va être les petits hochets de dentition qui sont très intéressants. Marc parlait tout à l'heure des enfants qui portent peu de choses en bouche. Et c'est vrai que, en plus, dans cette période, dans ce contexte sanitaire, les parents ont parfois peur que l'enfant mette des choses en bouche et soit malade. Et c'est vraiment à nous de les encourager à choisir des petits objets avec soin que l'enfant va pouvoir découvrir, attraper, porter en bouche, justement pour se désensibiliser, pour pouvoir travailler ce lien entre la main et la bouche et désensibiliser la bouche. Et quand la bouche est moins sensible, elle accepte plus facilement des textures plus variées, plus épaisses, des petits morceaux. Et donc on trouve très facilement ce genre de petits hochets de dentition avec des petits picots, toutes ces petites choses qu'on trouve assez facilement et qui sont vraiment à encourager. Donc de toujours penser à demander aux patients, est-ce que votre enfant met des choses en bouche en fonction de son âge, mais à partir de 4-5 mois, l'enfant commence à attraper et à porter en bouche. Et s'il ne le fait pas, ça doit être un signe d'alerte et à nous de les encourager à le faire. Donc dans les choses ludiques, il y a l'assiette dont je vous ai parlé, les petits pics aussi. On trouve maintenant des petits pics en plastique très ludiques avec des petits animaux dessus. Et donc l'enfant, il peut picorer ses petits aliments pour les mettre en bouche. On a aussi des petits couverts qui vont être sympas, ce genre de petits couverts qui vont donner envie à l'enfant. Et puis développer un peu d'autonomie aussi, parce que quand je fais tout seul, c'est plus facile pour moi que quand quelqu'un fait pour moi. Donc de développer cette autonomie avec des petits couverts adaptés, ça va être sympa. Et puis mettre la main à la pâte, comme on le voit sur la photo en haut, faire ensemble, cuisiner ensemble, c'est aussi, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Donc pour conclure dans ces pistes de prévention, parce que là on n'est pas dans la prise en soin, on est vraiment sur des petits conseils qu'on peut donner en premier lieu, c'est de redonner des conseils de bon sens et de prévention pour les parents qui parfois ont perdu tous leurs repères au niveau des propositions alimentaires parce qu'ils ne savent plus comment faire. Donc de cuisiner ensemble, de découvrir les aliments, on a beaucoup parlé de l'approche sensorielle. De repenser le cadre du repas aussi et d'aider l'enfant à investir sa bouche en dehors des temps de repas avec la brosse à dents, des petits hochets de dentition, avec des jeux de bouche ou ce genre de choses. Et bien sûr, de toujours avoir en tête que quand les difficultés durent un peu trop longtemps, quand ça nous alerte, quand il y a d'autres signaux cliniques qui s'ajoutent, il est bien sûr intéressant de proposer un bilan orthophonique pour évaluer de façon plus complète les compétences alimentaires au niveau sensoriel, au niveau neuromoteur de ces petits patients et de pouvoir les aider le mieux possible. Merci Audrey.
Alors, notre super équipe réalité pédiatrique me dit qu'on a énormément de questions. Forcément, le sujet, il est passionnant. Enfin, compte tenu de l'heure, on ne pourra malheureusement pas répondre à toutes vos questions et j'en suis vraiment désolée. Je vais adresser en premier lieu les questions qui vont être rapidement résolues. Parce qu'il y en a qui sont très très simples. Il y avait une question, Julie, juste sur la saveur umami. Parce que c'est vrai qu'on connaît facilement salé, sucré, acide, amer, mais umami, ça pose encore question. Umami, c'est un nom japonais, ça veut dire délicieux en japonais. Et c'est une saveur à base de glutamate, donc c'est assez difficile à décrire. Donc c'est ce qu'on trouve dans des viandes qui ne sont pas jeunes. C'est une saveur très particulière de viande, d'acide aminé, comme du glutamate. C'est assez difficile à décrire, mais... C'est vrai qu'on n'a pas cette sensation très Il y a facilement. le tsumami et le tsunami. C'est délicieux. Ouais. On va retenir ce côté délicieux, peut-être un peu carné. Alors, du coup. Voilà, c'est ça. Mais pas une viande trop jeune. C'est pas décrit comme une viande jeune, mais une viande, voilà, c'est du bœuf bien cuit. Ok. Une autre question à laquelle je pense on va pouvoir répondre rapidement. Quelqu'un qui n'a pas bien entendu demande si on avait dit qu'il fallait ou ne fallait pas retarder les aliments croquants après 10 mois. C'était peut-être sur la slide. Effectivement, commencer à les introduire Oui. à cet âge-là, vers 9-10 mois, et pas après, puisque effectivement, les introduire plus tard vont entraîner des difficultés par la suite à la prise de ces textures. Et avec l'étude que vous avez montrée, qui avait montré qu'à l'âge de 7 ans, ces enfants consommaient moins de légumes. Bon, là, c'était assez rapide comme question. On a beaucoup de questions sur la DME, c'est-à-dire la diversification menée par l'enfant. Alors, je ne sais pas lequel de vous trois va oser prendre le sujet. Marc. Ce que les Anglais appellent le baby-led weaning, c'est donc la diversification menée. C'est à la mode. Alors, là où il y a la mode, là, il y a des études. Là où il y a des études, il y a des méta-analyses. Donc, je vais commencer par la fin. Dans le British Medical Journal, ils ont repris 107 études sur la diversification menée par l'enfant. En fait, ils ont dégagé quelques intérêts et quelques inconvénients. Pour l'intérêt, ça va complètement dans le sens de ce que Audrey et moi avons dit, c'est-à-dire qu'on laisse à l'enfant libre choix de mettre la main à la pâte. J'ai bien aimé cette expression parce qu'elle a une polarité positive, et c'est vrai que l'enfant va pouvoir toucher et donc avoir toute cette séquence dont on a parlé, d'intégration sensorimotrice, qui est il est devant une alimentation, je vois, je prends, je sens, je me mets un peu dans la bouche, je me salis et je mets à l'intérieur de la bouche. Donc ça a un côté positif. Il faut respecter évidemment l'évolution psychomotrice, c'est-à-dire on sait très bien que 4, 6, 7 mois c'est du lisse, que 7, 8 mois jusqu'à 10 c'est des grumeaux, et c'est vraiment à partir de 10 mois où les morceaux sont très très bien intégrés. Autrement dit, commencer la diversification menée par l'enfant avec des morceaux à l'âge de 4 mois révolus ou 5 mois, ça n'a pas de sens. On ne sait qu'on ne peut gérer les morceaux que quand on a une station assise qui est bien tenue. Ça, c'est dans les rapports ANSES, sans faire du Piaget, hein, on a besoin de ça. C'est-à-dire qu'un enfant qui ne tient pas bien assis, il ne peut pas gérer les morceaux. Bon, une fois qu'on a ça en tête, si on a l'enfant qui est bien assis, pourquoi pas la DME? Je dirais au contraire, il faut l'encourager pour éviter, comme Julie nous l'a dit, d'avoir des difficultés ultérieures. Donc ça, c'est quelque chose qui est bénéfique. Le bénéfice aussi, c'est d'avoir le côté de parents qui sont avec l'enfant a une autonomie et les parents sont accompagnants de cette autonomie. Donc il y a un rôle éducatif et il y a un rôle de modélisation qui peut être amusant. Quand j'ai eu
un père qui me dit que lui aussi il était adepte de la DME, il s'était mis dans une sorte de scaphandrier, j'avais trouvé ça assez amusant. Donc ça c'est le côté positif. Alors le côté négatif, il est double, il est extrêmement rare, mais ça a été noté quand l'enfant, parfois, il est là et qu'il y a le téléphone. Alors c'est surtout le téléphone. Il suffit que la maman ou le papa, il tourne la tête et il peut avaler de travers. Et on a vu les problèmes que peut générer parfois les fausses routes. Ce problème n'est pas fréquent, mais il est à noter et qu'il faut qu'il y ait la présence d'un parent constant à côté. Ça, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est quelque chose qui est plus importante puisque la DME a montré qu'elle pouvait générer beaucoup de carences parce que les fameux 700 millilitres de lait infantile qui sont optimales, ou au moins 500 millilitres pour apporter ce qu'il faut en acides gras essentiels, calcium et fer, eh bien, si l'enfant passe l'ensemble de son repas à manger, on y revient encore, des brocolis ou d'autres aliments, eh bien, on va avoir tous ces micronutriments qui vont être insuffisants. Et donc, c'est important. On le sait... il faut rajouter des huiles dans tous les aliments pour bébé, les petits pots, dans les plats, il faut rajouter de l'huile. Et donc rajouter de l'huile dans la DME, c'est pas facile de huiler la table, si vous voulez dire. Donc le problème des carences et le problème des difficultés avec des fausses routes sont des éléments qui nous mettent un petit peu en retrait. Donc je pense que c'est comme tout, il ne faut pas ni diaboliser, ni mettre complètement cette situation comme une pratique qui doit être complètement déclinée par tous les enfants. Merci Marc pour cette réponse très complète, mesdames. Oui, je pense juste aussi à quelque chose qui est intéressant dans la DME, c'est le côté où l'enfant va avoir accès assez tôt à des textures du coup qui vont nécessiter un malaxage avec la langue, avec les gencives. Il va commencer à mâchouiller et donc ça prépare un petit peu le terrain de la mastication par la suite. Donc ce côté-là aussi peut être intéressant parce que l'étape des morceaux, pour les parents, c'est une vraie étape qui fait peur et parfois les parents vont retarder cette étape parce qu'ils ont peur d'une fausse route ou même chez l'enfant qui n'a pas d'antécédents particuliers. Et parfois, on se rend compte qu'on laisse les enfants sur des textures très lisses, pas parce que l'enfant n'est pas prêt, mais parce que les parents peuvent avoir peur de cette étape, qu'il est nécessaire d'accompagner et que parfois, sans aller trop tôt, mais de pouvoir encourager l'enfant à commencer à mâchonner, à mâchouiller, d'abord des petits hochets, tout ça, et puis pourquoi pas après des bâtonnets de choses bien cuites qui vont s'écraser dans les molaires. Ça travaille la rotation de langue, l'écrasement et toutes ces compétences dont on a besoin pour mâcher par la suite. Merci beaucoup. Une question, je pense, plutôt pour Julie. Dans ce que vous avez présenté, Julie, on montrait que les hydrolysats poussés, en tout cas les formules pour l'allergie aux protéines du lait de vache, pouvaient entraîner plus tard des difficultés alimentaires. Du coup, la question, c'est, puisqu'ils ne sont pas tous égaux en goût, ces hydrolysats ou ces formules d'acides aminés, est-ce qu'ils induisent tous ces difficultés ou est-ce qu'il y a une différence entre les formules ? Entre les formules. Alors, je n'ai pas la réponse à la question de façon précise, puisqu'il n'y a pas d'études qui ont comparé différentes formules et l'acceptation ultérieure de l'alimentation. Non, et puis ça ne touche pas non plus tous les enfants, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des enfants qui ont eu des hydrolysats poussés de protéines de lait de vache qui vont refuser la saveur amère plus tard. C'est pas aussi codifié. Mais non, j'ai pas la notion qu'il y ait d'études qui aient comparé des formules d'acides aminés ou des hydrolysats de protéines de lait de vache sur l'acceptation ultérieure de tel ou tel aliment, que ce soit des hydrolysats de caséine ou du lactosérum. J'ai pas la notion que ça crée des différences. Dans l'étude sur l'île de Wight, c'était hydrolysa. Il y avait les deux types d'hydrolysa. Bon, après, c'est des résultats groupés, mais ils n'ont pas comparé l'analyse de... Ils n'ont pas fait des analyses par sous-groupe, par hydrolysa. Non, on n'a pas l'info. Ils sont jamais plus de 100, hein, donc c'est pas non plus des effectifs énormes. Tant qu'on est sur le sujet, il y a une autre question. Puisqu'il y avait dans votre tableau différentes HPP avec un goût et des palatabilités avec des différences, la question est de savoir quel est quel HPP se cache derrière le IHF W1 de l'étude en fait.
Alors, ça, c'était c'était hydrolysa, ça voulait dire hydrolysa, et donc les 4 qui étaient comparés, c'était les 2 premiers avec du lactosérum, des protéines du lactosérum plus du lactose, et les 2 autres, c'était caséine. Je rappelle quand même que dans ces études, ce sont des adultes qui ont testé ces formules infantiles, et pas des enfants. Donc, c'est vrai que c'est difficile, comme on l'a vu, l'enfant n'accepte pas les mêmes choses selon la période d'introduction. Donc effectivement, pour l'adulte, le goût est meilleur, mais est-ce que c'est le cas pour l'enfant ? Il n'y a pas vraiment de travaux sur la question. On sait que c'est très difficile de mener ces travaux chez l'enfant, on le sait, parce qu'on a essayé chez Nutricia de mener une étude chez l'enfant, c'était juste infernal à faire, c'est vrai, parce qu'il faut étudier les mimiques, les volumes, mais alors il y a plein d'autres critères qui vont entrer en compte. Ce sont des études assez compliquées à réaliser, et est-ce qu'on peut vraiment se baser sur l'acceptation de l'adulte pour dire l'enfant va prendre de la même façon ? Je ne suis pas convaincue. Quand on a vu un petit peu l'histoire du développement justement du goût, c'est pas évident. Bon, on a vu qu'il y avait un âge où c'était plus facile de l'introduire. Avant 3 mois et demi, effectivement, c'était plus simple. Les enfants l'acceptent beaucoup mieux. Et si vous me permettez, je vais quand même répondre à la question, parce que comme celui qui était préféré, c'était celui de Nutricia, je pense que mes collègues m'en voudraient beaucoup si je ne le citais pas. Voilà, donc je vais répondre à cette question-là. Effectivement, c'était le Pepticate qui était à 77% des préférences. Forcément, je connais les chiffres, ne m'en veuillez pas. Voilà. Bon, je passe à la question suivante. Il y a une question sur hypothèse des difficultés alimentaires dans les troubles du spectre de l'autisme. Est-ce que l'un de vous a un éclairage à apporter ? On sait que dans les troubles du spectre autistique, ils ont une hyper-irritabilité sensorielle qui est très développée. D'ailleurs, les premières échelles d'évaluation des troubles sensoriels, c'est les échelles de Dunne qui sont liées véritablement et qui ont été testées chez les enfants autistes. Autrement dit, il y a réellement ce lien de troubles sensoriels avec difficultés alimentaires et troubles du spectre autistique. Et à titre d'exemple, chez tous nos enfants qui viennent de manière tout à fait libre en consultation ambulatoire, et bien parmi tous ceux qui avaient des troubles sensoriels, on en a quand même 5% qui, lors de cette consultation, alors que les parents venaient complètement pour autre chose, parce qu'ils avaient du mal à manger, 5% avaient... par la suite, on l'a diagnostiqué, des troubles du spectre autistique, et c'est un mode d'entrée pour eux de venir par les difficultés alimentaires. Donc je retourne la question et je dis que devant un enfant qui a des difficultés alimentaires, qui est TCAP, plus une note sensorielle très marquée, il faut savoir il faut savoir détecter des troubles du spectre autistique. Et là aussi, on sait que plus tôt on les détecte, et mieux c'est. Tant qu'on est dans ces approches sensorielles, qui en fait toute la soirée, il y a des questions là-dessus sur les enfants vers 3 mois mettent leurs mains, leurs doigts en bouche. Beaucoup de parents n'aiment pas ça, on le sait, ils les retirent, surtout en ce moment avec tous les microbes dont on parle beaucoup. Et est-ce que mettre la sucette, la tétine à la place, ça va entraîner un déficit d'exploration sensorielle ? Alors, la tétine fait parfois écran entre, du coup, la découverte de l'enfant qu'il aurait envie de mettre en bouche et sa bouche. Donc, ça dépend quel est l'usage de la tétine et pourquoi est-ce qu'on lui propose. Est-ce qu'on lui propose parce qu'il a un besoin de succion, un besoin de succion qu'on veut assouvir, et donc, pourquoi pas ponctuellement. Ce qu'il faut juste être vigilant, c'est que la tétine soit pas cet écran, et que l'enfant, s'il a envie de mettre ses mains, elles sont importantes à découvrir, parce qu'on a beaucoup parlé du lien entre la main et la bouche. Donc, c'est très important que l'enfant puisse accepter de mettre ses doigts, de mettre des petits objets, des hochets de dentition, ce genre de choses. Donc, je pense qu'à la fois, on ne va pas diaboliser la tétine, mais à la fois, c'est de pouvoir l'utiliser avec modération quand l'enfant en a besoin, et que ce ne soit juste pas la réponse à tous les pleurs de l'enfant. L'enfant, il peut avoir besoin de plein d'autres choses. Tant qu'on est sur le sujet de la tétine, il y a une question sur une différence entre les bébés au sein et les bébés nourris au biberon, donc avec une tétine. Est-ce qu'il y a une différence dans les difficultés de la diversification, les troubles alimentaires chez ces enfants, entre ceux au sein
et ceux au biberon. Vous avez une idée là, d'études qui auraient regardé ça? En termes d'études, pas à ma connaissance, parce qu'il y a, entre guillemets, un biais évident, c'est que le sevrage de l'allaitement maternel est quelque chose qui est mal codifié et qui est très à mener de manière individuelle. Et on sait que souvent le sevrage, c'est quelque chose de difficile pour le bébé, mais aussi pour la maman. Et que c'est dans cette diade mère-enfant où il va falloir jouer. Donc je crois que c'est difficile de généraliser. On a des TCAP aussi bien avec les enfants qui ont été allaités au sein que avec ceux qui ont eu une alimentation au biberon. Ça, dans nos données sur nos plus de 300 patients, c'est complètement équilibré. Donc on ne peut pas dire qu'il y a véritablement une prédominance de l'un ou de l'autre. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des enfants qui développent de véritables TCAP avec un allaitement maternel qui est un peu prolongé et un sevrage qui est un petit peu difficile. Marc, tu nous as parlé du problème du quatre-pattes. Là, justement, dans ces troubles du TCAP, on a une question sur le fait de ramper, en fait. Les nourrissons n'acceptent pas la position ventrale et ne font pas de quatre pattes tout de suite. Certains se déplacent longtemps sur les fesses. Est-ce que ça peut entraîner aussi des troubles sensorimoteurs? Non, au contraire. Plus on est dans une... Alors, j'en ai vu qui marchaient beaucoup avec les fesses, mais ils ont les pieds devant et ils ont les mains qui sont par derrière. Bon, il y a le quatre pattes classique et puis il y a la variation du quatre pattes qu'il faut savoir complètement respecter. Donc je crois que l'important, c'est que passer de la position assise à la position debout, si on le fait d'un seul coup, on manque une étape de développement qu'il va falloir reprendre complètement par la suite. Et la psychomotricité a un rôle important. Hein. Audrey, si tu veux bien rebondir là-dessus, sur ces prises en charge des TCAP où parfois on a besoin d'avoir ses collègues. Tout à fait. On a beaucoup parlé de l'approche sensorielle et du développement sensorimoteur et psychomoteur. Et du coup, on travaille beaucoup avec des psychomotriciens qui vont aider l'enfant à repasser par certaines étapes, parfois par lesquelles ils ne sont pas passés, à refaire du main-bouche, à être à l'aise dans leur corps, à découvrir le bas de leur corps, leurs pieds, leur droite, leur gauche. Et faire du quatre pattes, c'est aussi croiser sa droite et sa gauche. Il y a à la fois ce côté tactile, sensoriel avec les mains, mais il y a aussi plein de choses de l'ordre de la construction du corps, de l'espace. Donc c'est vraiment une étape qui est importante sur un plan sensoriel, mais aussi sur un plan, je pense, psychomoteur global. Donc c'est vrai qu'on a vraiment besoin, dans ces prises en soins, parfois, du regard croisé de différents professionnels qui vont apporter leur regard et justement pouvoir... qu'on ait une vision la plus globale de l'enfant pour l'accompagner le mieux possible. Dans ces approches sensorielles, on a une question sur les textures entre les textures petits pots, peut-être un peu fort liquides, et les textures des purées maison qui vont parfois être beaucoup plus compactes, plus collantes. Est-ce que c'est un frein, ces textures maison, pour les bébés un peu fragiles, entre guillemets, au niveau sensoriel? Est-ce que ça peut être plus compliqué pour eux? Alors, ça peut être un peu plus compliqué, effectivement, parce que des fois, on retrouve pas forcément le même côté aqueux. Par contre, ça va être très intéressant sur un plan sensoriel parce que la purée maison, elle aura jamais deux fois exactement la même texture. Et du coup, on a cette variation, cette variabilité des textures qui va enrichir la palette alimentaire de l'enfant. Alors que le petit pot, il aura quand même toujours le même goût, toujours de la même marque, il aura toujours le même goût, toujours la même texture. Donc le risque, c'est que l'enfant un peu fragile, il s'accroche à ce petit pot parce qu'il se dit, celui-ci, je sais que je peux le manger, ça c'est sûr. Par contre, telle autre chose, non, ça me met en difficulté, ça me fait peur, je ne sais pas. Et donc, l'alimentation fait maison permet d'ouvrir quand même le panel alimentaire avec des micro-variations. Donc, si on peut encourager les mamans, les rassurer aussi parfois, parce que souvent, elles se tournent vers le petit pot en se disant « j'ai tellement peur de mal faire que je préfère avoir un truc tout fait, prêt à l'emploi, que d'essayer de faire moi-même quelque chose ». Donc, de pouvoir les rassurer.
Et on a effectivement certains enfants, par contre, quand les difficultés sont ancrées, pour lesquels les purées maison sont difficilement acceptables et ils ne peuvent manger que des purées du commerce. Mais notre rôle, ça va être justement d'essayer d'apporter un peu de variabilité dans les textures qu'on va leur proposer. Donc en y allant en micro-graduant un petit peu, en essayant de varier un petit peu les textures. C'est parfois frustrant pour les mères qui disent, vous comprenez, je mets beaucoup de temps à préparer quelque chose. Et donc il faut expliquer cela. Et on est étonné de voir des enfants qui, les parents disent, c'est incroyable, il veut le petit pot de cette marque précise. Et il y en a qui s'amusent à mettre un petit pot d'une autre marque ou des choses maison dans le petit pot parce qu'ils croient qu'il reconnaît uniquement, mais pas du tout. Ils sont capables en blind test de découvrir exactement celui qu'ils tolèrent et celui qu'ils ne tolèrent pas. Ils ont cette finesse de discrimination que nous, on n'a pas. Alors, je vois l'heure qui tourne. Allez, on va se faire encore 2 questions pour le plaisir. Et puis après, on va tous vous libérer. Et surtout vous qui avez beaucoup travaillé ce soir. Il y a une question, Julie, sur les zones de la langue dédiées au goût. Quelqu'un nous demande si ça n'avait pas été remis en cause. Est-ce que vous savez ça J'ai pas la notion que ça a été remis en cause. Après, c'est pas aussi codifié que ce que j'ai montré. Disons qu'effectivement, il y a plus de bourgeons du goût spécifiques pour le sucré au niveau du bout de la langue, mais on va sentir aussi la saveur sucrée ailleurs dans la bouche, pas seulement dans la langue, au niveau du palais. Et puis voilà, enfin c'est toute la sphère orale. Donc effectivement, c'est pas aussi basique que ça. Maintenant, effectivement, il y a plus, comme je disais, l'amertume. C'est plus le fond de la langue, le sucré plus le bout de la langue et l'amer, l'acide plus sur les côtés. Mais après on sent quand même, je vous dis, avec toute la cavité buccale et c'est un ensemble. Et rétronasal, comme vous nous l'avez très bien expliqué. Une toute petite question, Marc. Le nom de l'application, s'il vous plaît, pour rapprocher le faciès de l'enfant et un éventuel symptôme. FACE 2 GENE, face to gene. Face to gène. C'est très clair. Face de gène. Face de gène. Je dois choisir, c'est terrible et je m'en excuse de devoir vous couper dans vos questions. 2 dernières. Y a-t-il davantage de troubles de l'oralité qu'auparavant ? Est-ce qu'on peut l'expliquer ? Moi j'ai l'impression, je suis entre guillemets depuis 15 ans dans le... J'ai l'impression que d'abord on s'y intéresse plus, et c'est une des raisons, et qu'il y ait de plus en plus de parents qui sont dans une demande de guidance parentale très importante, parce que pendant très longtemps, ça c'était... on va dire, la chasse gardée des grands-parents. Mais les grands-parents n'ont plus quand même la place qu'ils avaient dans cette guidance parentale. Il me semble que dans la nouvelle génération, les parents se font fort d'éviter, ou en tout cas de moins faire appel dans leur rôle éducationnel aux grands-parents. Ils ont plus, pas confiance, mais plus envie d'avoir avec leur sensibilité, avoir tous les outils électroniques, parce que maintenant, tout le monde a la surpuissance de se dire, il suffit que je tape sur Google et j'ai la solution. Et le fait qu'il y ait eu cette mise en retrait un petit peu des grands-parents, qui eux aussi... ont profité probablement de la carte vermeille, eh bien, on est dans une situation où l'un et l'autre ont fait que il y a un peu plus, et là aussi, sur les 300 consultations qu'on a screenées, on a 68% des cas, c'est les premiers-nés. Donc, c'est un peu comme les coliques du nourrisson. Autrement dit, peut-être qu'il y a plus aussi parce que la société a changé un petit peu et que cette autonomie autodéclarée des parents, eh bien, elle a aussi un coût et elle a besoin aussi d'avoir un appui qui est peut-être plus médicalisé qu'avant. Et
Et peut-être qu'il faut démédicaliser tout ça. Alors la toute dernière question, et je sais que vous êtes nombreux à vous la poser, c'est où peut-on trouver les professionnels de santé comme vous, super branchés sur les troubles, les difficultés alimentaires du tout petit? Avez-vous une liste, vous qui faites partie du DU de l'oralité, enfin peut-être que vous allez le rebaptiser d'ailleurs, peut-être ce DU, je ne sais pas, mais vous formez à tour de bras des professionnels de santé tous les ans. Comment on fait quand on est en ville, qu'on est tout seul et qu'on veut trouver un professionnel à qui passer le relais? Comment on fait? Audrey, vas-y. Là. Alors, juste pour le DU, on a sur le site de FIMATO, la filière des malformations abdominothoraciques, donc c'est FIMATHO. On a la liste des professionnels diplômés du DU depuis sa création, enfin en tout cas les gens qui ont donné leur accord pour figurer sur cette liste. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir un DU pour accompagner des enfants qui ont un trouble alimentaire. Et ça, c'est important de le dire, c'est que la première chose, je pense, c'est que les parents appellent d'abord leurs professionnels de proximité. Moi, je vais parler du coup peut-être plus pour les orthophonistes parce que c'est ce que je connais. Ça fait partie, les troubles de l'oralité alimentaire font partie du cursus des orthophonistes depuis plusieurs années, depuis la réforme des études. Et donc, toutes les orthophonistes diplômés, là, depuis, je pense, les 6 dernières années, ont 70 heures de cours dans leur cursus autour de cette thématique. Donc, voilà, de plus en plus de collègues sont formés. Donc, le premier message, c'est d'abord appeler vos collègues de proximité. Et souvent, comme les professionnels travaillent en réseau, certains ont moins l'habitude et donc vont réorienter aussi d'eux-mêmes vers un tel ou un tel qui le fait. Donc, moi, je n'ai pas de listing parce que je ne pourrais pas le tenir, parce que ce serait impossible de le mettre à jour et parce qu'il y a tellement de gens qui continuent à se former en formation avec des DU, avec des formations continues, que du coup, j'ai bon espoir que ce soit une question qu'on n'ait plus à se poser dans les années qui viennent, je l'espère. Et ce n'est pas une question de métier. Hein. Il y a les orthophonistes, oui. Mais il y a aussi des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, des psychomotriciens. Véronique Leblanc a une formation de psychologue. Autrement dit, c'est vraiment plus une question de formation que véritablement de discipline. Mais je suis très très confiant sur le fait que les pédiatres et les médecins de l'enfant vont avoir un rôle de dépistage, mais aussi de début de prise en soin, parce qu'il est certain qu'il y a énormément de choses qui peuvent être faites par les parents eux-mêmes, qui peuvent, de toute façon, qui sont parfois, comment dirais-je, guidés par les professionnels de santé, mais qui parfois, par eux-mêmes, avec des fiches qui sont extrêmement bien... comment dirais-je, avec une sensibilité éducative importante, extrêmement bien conçue, vont pouvoir prendre en soin leurs propres enfants. Et donc, on met à disposition vraiment toutes ces fiches. Et avec ces fiches et avec une connaissance grâce à notre entretien de ce soir, je suis tout à fait certain qu'il va y avoir une prise en soin qui va pouvoir être faite et par les parents et par le médecin traitant. Et l'équipe pluridisciplinaire, quand il y a besoin. Exactement, c'est un vrai travail d'équipe. Qui est toujours là. Ouais. Alors, je vous remercie très sincèrement tous les trois pour cette superbe soirée, pour tout ce que vous nous avez apporté. Donc, au nom de l'équipe Nutricia, un grand merci à tous les trois. Au nom de l'équipe Réalité Pédiatrique, un grand merci aussi. Vous avez plein de messages de remerciements qui arrivent sur le chat. Donc, voilà, on pourra les regarder plus en détail, mais je vous en fais part là devant toutes les personnes qui vous ont témoigné tous leurs remerciements sur les éclairages. À mon avis, il doit y en avoir. Ils se sont lâchés sur les émoticônes, c'est certain. Je reprécise que cette webconférence a été enregistrée, bien sûr, et que le replay sera disponible à partir de la semaine prochaine, dès lundi 17 mai, sur le site qui doit s'afficher, je pense, sur votre écran, parce que l'adresse, elle est relativement simple, c'est nutricia.réalité-pédiatrique.com. Donc, ça doit être affiché sur votre écran. Le replay sera disponible. N'hésitez pas s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez revenir.
Et puis, vous avez aussi vos délégués Nutria. Si vous avez besoin de revenir sur des points, si vous avez des questions en particulier, n'hésitez pas à leur soumettre. Ils pourront nous les faire remonter. On y répondra avec grand plaisir. Merci à vous. Bonne fin de soirée à la maison et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.